Je pense que c'est réunion de parole. vous alliez régulièrement au Havre. Ah oui. Ah bon? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Écoutez, bienvenue pour ce dernier conseil de quartier avant l'été. Bravo aux courageux d'être venus ce soir, puisque je constate quand même qu'il n'y a pas beaucoup de monde. À croire que l'ordre du jour n'intéresse personne, mais bon, on va quand même faire notre réunion entre nous. Je vais commencer tout de suite par laisser la parole à Annie Poupon qui va nous parler 2 secondes de la fête de quartier. Hein, vous savez que la fête de quartier, c'est vendredi 29 juin dans le Square Saint-Lambert. Et donc elle va nous la présenter en 2 minutes et puis après on attaque les sujets à l'ordre du jour. Annie, je te laisse la parole. Tu as un micro? Il n'y a pas de foot ce jour-là. Hein, donc, Pardon? il n'y a pas de foot ce jour-là. Hein, donc pas d'équipe. Pas de Coupe du Monde. Non. Et il fera beau. J'ai vérifié. Donc, voilà. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je voulais déflorer avec vous l'affiche de la fête. Elle est toute fraîche. Elle sort de l'impression. Jean-Paul, tu peux m'aider un petit peu? Voilà. Alors, cette année, nous aurons une ambiance rock sur le Square Saint-Lambert. Et ça va réchauffer un peu le square. Bon, bien sûr, il faut qu'il fasse beau. Pour votre information, ça débutera vers 17h avec les habitants qui seront déjà, je pense, sur le square. Et nous leur demanderons de remplir un questionnaire pour qu'ils participent à la tombola qui est gratuite. Nous avons des lots magnifiques cette année, magnum de champagne, vin, bouteilles de vin, bouquets, livres, de nombreuses places gratuites de cinéma, donc surtout parlez-en autour de vous. Je tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, à la fin de la réunion, quelques flyers, si vous le souhaitez, après afficher dans vos quartiers. Et à partir de 18h, nous aurons donc un concert rock. J'ai eu la chance de pouvoir les écouter lors de la No Finish Line à l'école militaire. C'est vraiment d'un très bon niveau. Ils refont des reprises des années 70 rock. Donc ça va décoiffer, ça va être trop top. Et voilà, ça se terminera vers 20h30. Il y a la participation de la Caisse des écoles et de Paris Santé Nutrition qui vont animer des jeux pour les enfants et nous offrir des smoothies. Voilà. Si vous avez des questions, mais je compte absolument sur vous et surtout à votre diffusion dans vos micro-quartiers autour de vous. C'est bien? Ça vous va? Annie, juste une précision pour que chacun puisse retirer les flyers ou les affiches. Est-ce que tu peux donner des indications sur... Oui. Alors, je vous dis, à la fin de la réunion, on se verra. Ceux qui souhaitent en prendre, le stock est là-bas. J'ai tout le stock. Ça marche? Merci beaucoup. Voilà, j'espère qu'on sera très nombreux. Annie a fait un travail considérable avec un petit groupe d'entre vous et je pense qu'on va faire un super concert. Moderne, innovant, voilà. Et transgénération pour que chacun puisse participer avec joie si le temps nous le permet. Il va faire très beau, donc on est sûr que ça va être sensationnel. Alors, tout de suite, on aborde l'ordre du jour. On va commencer par parler je vais passer la parole à Marie Toubiana, qui est donc adjoint au maire du 15e en charge de particulier des espaces verts et qui va nous dérouler, va nous faire un petit point sur vous savez, les travaux du Square Cherriou. Vous avez vu que ça prenait beaucoup de retard, puisque le square n'est toujours pas ouvert. Et donc ce qu'on appelle la trame verte, vous voyez, ça part du métro Vaugirard et ça descend jusqu'au Square Saint-Lambert. Et donc elle va nous faire un petit point un peu général sur l'état d'avancement des travaux. Elle nous parlera de la rue Léon Séché en même temps. Donc on va pouvoir se balader, j'allais dire, on va partir du métro, on va faire une petite balade, partir du métro et on va aller jusqu'aux portes du Square Saint-Lambert. Absolument. Absolument. Bonsoir. Donc on peut défiler. Alors, vous pouvez continuer. Voilà.
Donc je vais rappeler quand même rapidement ce qui a déjà été réalisé. La rue végétale, rue Léon Séché, le réaménagement du carrefour Le Courbe-Pétel. Les grilles d'arbres des deux côtés du square ont été remplacées. Vous avez pu le remarquer, avant on tombait chaque fois qu'on passait des deux côtés du square. Là, elles ont été refaites et bien refaites. La végétalisation du parvis de la mairie a été faite déjà il y a plusieurs années avec la plantation de 4 arbres, 4 magnolias, 2 bacs de camélias et 12 bacs de rhododendron. Quel est le principe de cet aménagement? C'est de créer une trame verte, comme l'a dit Jean-Philippe Pierre, jusqu'au square Saint-Lambert. Les travaux du square Chériou, en effet, sont retardés. Et, les travaux seront finis fin juin ou début juillet. Ils ont du retard d'abord parce qu'il y a eu des intempéries. Il y a eu 2 semaines au moins de très gros froid, où le chantier a été complètement arrêté. 2 semaines de très grosses pluies. La même chose, chantier arrêté. Et on ne peut pas négliger aussi la grève de la SNCF, car beaucoup d'ouvriers habitent en banlieue. Donc ceux qui viennent en voiture arrivent en retard. Ceux qui viennent en train peuvent quelquefois ne pas prendre le train. Ça a eu quand même une incidence sur le retard des travaux. Donc nous aurons, on espère que le square ouvrira fin juin, début juillet, c'est ce qu'on nous a promis. On peut passer à la... Voilà. Donc la surface végétale du square a été augmentée. La pelouse passe de 300 m² à 890 m² et les massifs plantés passent de 150 à 700 m². Donc on augmente sensiblement la surface végétale. On va passer à l'aire de jeu. Voilà. L'aire de jeu a été agrandie puisqu'elle passe de 110 m² à 165 m². La cible de cette aire de jeu est des enfants de 2 à 8 ans. Puisque les aires de jeu du square Saint-Lambert s'adressent à de plus grands enfants. Donc on s'est dit qu'il valait mieux cibler des enfants plus petits pour ce square. La structure principale, comme vous voyez, reprend les caractéristiques du kiosque, avec des petits éléments ludiques que vous voyez de chaque côté, là, soit à ressort, soit à toupie. On peut passer à... Voilà. Il y aura des abris-bacs. Ce sont des containers fermés que l'on installe progressivement dans tous les jardins. Vous savez qu'il y a des problèmes de rats dans tous les jardins. Heureusement pas au square Chériou. À Saint-Lambert, vous avez raison, mais pas au square Chériou. Mais on installe progressivement des conteneurs fermés dans tous les jardins. Donc on supprime les poubelles, si vous voulez, avec les sacs en plastique, et on met dans tous les jardins progressivement des conteneurs fermés. Donc il y en aura 2, un de chaque côté du square. Voilà ces conteneurs fermés. La table d'échecs que vous voyez, les tables d'échecs sont remises, sont replacées. Vous voyez qu'elles sont un petit peu sales. Elles vont être nettoyées le maximum de ce qu'on pourra faire, c'est-à-dire qu'on va les nettoyer au Karcher pour bien les nettoyer, parce qu'en fait ces tables d'échecs, malheureusement, ça sert souvent de table de pique-nique, donc elles ne sont pas en très bon état. Mais elles vont être nettoyées pour retrouver, je l'espère, leur aspect initial. La diapo suivante, s'il vous plaît. L'arrosage automatique a été installé avec de l'arrosage en goutte à goutte. Allez-y. Et là, les rosiers, je sais que vous y êtes très attachés puisque c'est vraiment une caractéristique du square. Les couleurs demandées ont bien été respectées. La plupart des rosiers ont bien repris, comme vous le voyez. On a eu un petit peu peur. Je sais que certaines personnes parmi vous nous ont interrogés sur les rosiers qui ont été plantés un peu tard, justement à cause du retard des travaux. Et on a eu un petit peu peur. Et finalement, les rosiers ont bien repris. On a déjà de belles fleurs. Mais je ne vous cache pas que nous aurons certainement des pertes, parce que ça a été planté tard, mais il n'y aura pas d'impact financier puisque le pépiniériste assurera la garantie des fleurs qui vont être replantées. Donc on verra bien, on fera le bilan, et s'il y a des rosiers qui sont abîmés, on les remplacera, mais on espère qu'il n'y en aura pas trop, en tout cas. Là, il y a une diapo sur les bancs qui ont été placés des deux côtés des allées. Allez-y. Et les pelouses, alors ça sera fait la semaine prochaine. Il y aura plaqué au sol des rouleaux de gazon. Ça sera fait, je pense, la semaine prochaine.
Et peut-être la diapo précédente, je ne sais pas, on ne voit pas les statuts si on les voit. Alors les statuts, c'est une bonne nouvelle parce qu'on l'attendait, on l'a appris dernièrement. Elles seront nettoyées la semaine prochaine. La restauration sera finie avant l'ouverture du square. Il y aura du béton drainant qui a été posé au niveau du kiosque pour améliorer le drainage. Nous avons fait une marche exploratoire dernièrement avec certains d'entre vous, Monsieur Courtiot, je ne sais pas si vous êtes là, Monsieur Courtiot, voilà, Monsieur Courtiot, Monsieur Caron, Madame Romera et d'autres personnes. Et une idée a été émise d'une réalisation artistique au pied de la stèle en mémoire des enfants juifs déportés non scolarisés. Donc c'est Monsieur Courtiot, je crois, qui avait émis cette idée. Donc c'est une idée peut-être pour un prochain budget participatif. Voilà, comme vous l'aviez dit, je relaye votre idée. Quant aux grilles, elles seront restaurées dans un second temps, soit sur la totalité, soit sur des portions des grilles, selon le budget dont nous disposerons, mais ça va être fait. On arrive donc sur le parvis. Il y aura 16 pieds d'arbres qui vont être végétalisés, soit avec des encadrements circulaires, soit carrés selon les pieds d'arbres. Il y aura 6 pieds d'arbres qui ne peuvent pas être végétalisés, puisqu'il y en a 3 au niveau de la terrasse du restaurant, donc ça c'est pas possible, ça gênerait. Et 3 à l'entrée du passage qui accède au parvis. Les travaux commenceront en juillet et se finiront fin août, avant le 24 août, parce que nous avons une manifestation fin août, donc les travaux seront impérativement finis fin août. Ce ne sera pas une très bonne saison pour planter. Donc ce qu'on va faire, c'est faire des plantations provisoires en juillet, avec juste une petite prairie fleurie. Donc je vous préviens que ce que vous verrez à partir de juillet sur les pieds d'arbres, c'est vraiment tout à fait provisoire pour ne pas laisser les pieds d'arbres sans rien. Il y aura juste une petite prairie fleurie et il y aura une plantation définitive en octobre, novembre, avec une palette végétale qui rappellera celle du square Chériou et celle de la rue Léon Séché, pour assurer une certaine continuité. Ensuite, on passe à la palette végétale, donc. Ensuite, donc, on passe à la placette. Pour l'instant, les pieds d'arbres sur la placette, on avait prévu de les végétaliser. Pour l'instant, nous n'avons pas encore le budget, donc nous ne sommes pas sûrs que nous pourrons végétaliser les pieds d'arbres sur la petite placette. Et nous arrivons donc à la fameuse rue végétale. Je ne sais pas si... non, pas encore. Mais c'est pas grave, vous pouvez la laisser. On arrive, avant d'arriver au jardin partagé, on arrive à la rue végétale, la rue Léon Séché. Moi, je suis retournée hier, je pense que... Je ne sais pas si vous êtes d'accord, et si M. Jean-Philippe Pierre est d'accord, mais on va avoir une discussion là-dessus. Je trouve qu'il y a une nette amélioration. Nous avons la chance d'avoir un nouveau jardinier à Saint-Lambert. Le gazon est tondu. On a demandé, Jean-Philippe Pierre et moi-même, on a insisté pour avoir une poubelle. Il y a une poubelle, enfin. Et je trouve que les personnes qui ont des permis de végétaliser pour les bacs et les pieds d'arbres entretiennent beaucoup mieux qu'avant les pieds d'arbres et les bacs. Et évidemment, les bacs qui n'ont pas de permis de végétaliser ont été agrémentés d'arbustes supplémentaires par les jardiniers. Et on arrive ensuite, donc vous pouvez finir, par le jardin partagé, le futur jardin partagé, qui se trouve là, qui s'appellera le jardin aux oursons de Saint-Lambert. Nous allons voter la délibération au prochain conseil d'arrondissement, enfin. Les travaux vont commencer dès cet été et le jardin partagé sera inauguré pour la fête des jardins. C'est un jardin partagé qui fera 250 mètres carrés, avec une gestion majoritairement collective et quelques parcelles individuelles. Et vous allez voir, ça va être vraiment, je pense, une grande réussite. Il y aura des ateliers, je ne peux pas vous dire exactement toutes les activités parce que il y en a beaucoup. Il y aura des ateliers plantation pour les enfants sur le thème de la biodiversité, sur les associations de plantes. Il y aura des visites commentées, il y aura des partenariats avec les écoles. Je pense que ce jardin partagé que beaucoup d'habitants attendent, parce que nous avons des listes d'attente dans tous les jardins partagés du 15e qui sont très importante, et je pense que ce sera une réussite parce que le président de l'association attend ce jardin depuis 3 ans. Ça a demandé un certain temps parce que, comme vous le savez, le Saint-Lambert est un site protégé et il a fallu que l'architecte des bâtiments de France donne son accord sur tous les points. Donc ça a été un petit peu long, mais on arrive à notre but et nous votons la délibération au prochain conseil d'arrondissement. Voilà.
Merci Marie pour toutes ces explications. En effet, la rue Léon Séché, pour ceux qui sont passés, je veux dire, ça s'améliore. Pas dire que ce soit encore parfait, mais bon, ça s'améliore. On revient de tellement loin que ça peut pas être pire. Vous avez observé quand même que ça commence à prendre forme, ça commence à être un peu plus propre, un peu plus végétalisé, mais on est quand même loin de ce qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire quelque chose qui soit vraiment complètement végétalisé avec le vrai sens de la végétalisation. Bah là aujourd'hui ça progresse, ça s'améliore, mais on n'a pas encore atteint ce qu'on aimerait avoir. Par ailleurs, vous avez vu avant la rue Léon Séché, on a planté des tilleuls au mois de juin dernier. On a eu beaucoup de chance, ils ont réussi à prendre parce qu'ils ont planté des tilleuls au mois de juin. C'est pas forcément la meilleure des choses, mais comme les travaux avaient été retardés, vous voyez, c'est la place qui est devant la rue Léon Séché. En fait, on a fait une espèce de placette agrémentée, donc les arbres poussent, et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon voilà, donc la fameuse trame verte dont on parle depuis souvent commence à prendre forme et commence à avoir un aspect vraiment végétal. Sans plus tarder, je vais vous laisser la parole si vous avez quelques questions sur ces sujets. Je sais que ça nous passionne tous, et en particulier des questions sur le square Cherriou, puisque on a intégré les remarques de la précédente réunion qui s'était tenue ici à l'hiver de l'année dernière, en particulier sur le choix des couleurs des rosiers. Alors c'est pas un détail, mais c'est le choix des couleurs des rosiers qui avait suscité de nombreuses questions pour ceux qui étaient là, et je ne sais pas si vous en souvenez. Et puis il y avait aussi le sens des bancs. Alors ça peut faire rire, mais bon, si vous mettez des bancs qui sont tournés vers la rue, c'est pas la même chose que des bancs tournés vers le square ou vers les pelouses. Donc on a tenu, on a fait en sorte que de ne pas céder aux caprices d'un certain nombre de riverains qui voulaient que les bancs soient tournés dans certains sens parce que, soi-disant, le soleil il tourne bien sûr, mais bon, on n'allait pas mettre des bancs tournants, donc on a laissé les bancs à l'endroit où ils étaient précédemment. On n'allait pas changer les bancs au gré de quelques personnes qui voulaient que les bancs soient tournés dans un sens et pas dans un autre. Donc on a respecté le sens des bancs initial tels qu'ils étaient avant la réfection du square, c'est-à-dire tournés vers la pelouse intérieure et pas vers l'extérieur. Alors vous allez dire c'est peut-être du détail, mais bon, il n'y a pas de détail quand on refait un jardin, il faut que ce soit propre et bien fait. Bon, moi je déplore comme vous tous le retard. On va arriver fin juin, le square est toujours pas ouvert. Alors bon, voilà, il y a certaines raisons qui font que ce n'est pas ouvert, mais bon, c'est quand même dommage. On va donc ouvrir le square au mois de juillet. Fin juin, début juillet. Fin juin, début juillet. Donc fin juin, début juillet, la majorité des enfants, des familles ne sont plus à Paris. Alors il y aura les Haussiens qui vont en profiter, mais après on va arriver en septembre, donc le sens du square, ce ne sera pas le même, ça ne sera pas la même chose. Mais bon, on espère que les habitants du square, autour du square, en profiteront au moins à l'automne, avec les nouvelles installations et nouveaux aires de jeu, comme on a pu vous les montrer. Voilà, je vous laisse la parole à tous. On va vous donner un micro, parce que même si on n'est pas nombreux, c'est quand même mieux. Ça permet d'enregistrer vos questions. Oui, merci de me donner la parole. Bon, je considère que dans sa nouvelle géométrie, dans sa nouvelle conception, le square respecte les données et les règles et l'esprit d'Alphand, qui était le grand paysagiste, ingénieur de la ville de Paris, sous Haussmann. Ça, c'est une très bonne chose. Bravo d'avoir gardé les petits conifères, 8 petits conifères, il y en avait 7, il y en a un qui a cramé. Il y en a 8, et ça, c'est une bonne chose, et ça apporte une plus-value.
Alors, plusieurs questions. Quelles sont les raisons qui motivent, alors vous, Monsieur le Président, vous en avez parlé, l'installation de bancs face aux immeubles, alors que traditionnellement les bancs font face au square, à la pelouse. Donc là, il y a des bancs qui donnent directement sur les immeubles et qui font face. Il y en a au moins 4 ou 6. Et puis, je voulais savoir si la pelouse centrale, sera ouverte aux jeux de ballon, aux pique-niqueurs et aux bains de soleil, parce que c'était le cas dans l'histoire précédente. Bravo pour le nettoyage simultané des 2 statues, parce qu'elles sont dans un sale état. Il y a nettoyage et puis peut-être il y a reconstruction, parce qu'il y a des morceaux de bras ou des morceaux de pieds qui sont partis. Voilà, donc pour ce square, moi je dois dire, comme j'habite, que je suis riverain, je dois dire que les ouvriers ont fait ce qu'ils ont pu, malgré les vicissitudes climatiques, et il y en a pas mal qui arrivaient quand même, qui se débrouillaient pour arriver à 7h30 du matin, assez souvent. Et puis quand il pleuvait trop ou quand il neigeait, ça c'était autre chose. Alors en ce qui concerne la rue Léon Séché, je viens d'y passer. Effectivement, il y a une amélioration extrêmement sensible du paysage. Les plantations poussent, c'est un peu normal à cette époque, mais elles auraient pu sécher sur place si elles n'avaient pas été arrosées. Ce que je déplore, alors, globalement, il y a moins de déjections canines, il y a moins de détritus, néanmoins, il y a quand même un certain nombre de canettes, mais ça prend forme. Ce que je regrette vivement, c'est le sol. Depuis le Saint-Lambert jusqu'au Carrefour, il y a 4 vêtements de sol différents. Alors il y a du goudron, il y a des pavés, il y a un autre goudron et un autre goudron devant l'Armandie. Et alors l'Armandie, pour moi, c'est une catastrophe. C'est un espace public qui n'est absolument pas traité. C'est pas parce qu'on plante 4 pauvres tilleuls que ça doit améliorer les choses. Et c'est vraiment dommage. Donc Saint-Lambert, pour moi, c'est pas mal du tout. Sécher, il y a mieux à faire. Mais les résultats actuellement sont assez positifs et en bonne voie. Mais alors, en face de l'Armandie, en plein été, ça va être quelque chose pour les gens qui bénéficieront d'un repas ou d'un pot à boire. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais ce secteur est en bonne voie. Voilà, sur le plan de la tranquillité et de l'agrément des riverains et des promeneurs. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ? Merci. Effectivement, le projet est en bonne voie. Nous considérons aussi que les travaux qui ont été faits aussi bien dans le square, l'amélioration de la rue Léon Séché est effective, c'est vrai. Et puis le projet de jardin partagé va donner encore un peu plus de corps à cette idée de trame verte. Donc, c'est effectivement en bonne voie. Vous nous avez précisé, Madame, qu'il n'y avait plus de budget pour le pied des arbres sur la placette devant l'Armandie. À ma connaissance, le budget qui avait été voté par le budget participatif, c'était 800 000 €, je crois. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a été affecté aux différentes opérations ? Merci. Alors, on va prendre les questions. Comme on n'est pas nombreux, on va prendre les questions. On va prendre toutes les questions en même temps sur le même sujet. Oui, merci. Effectivement, le square Saint-Lambert, le square Adolphe Chériou, je m'associe à vos regrets de non-ouverture dans les temps qui avaient été indiqués, c'est-à-dire au mois de mai. Je suis aussi riverain et je trouve dommage que ce square soit fermé alors qu'il fait si beau. Une petite question, est-ce qu'il est prévu d'y installer un composteur ? Je trouve que ce serait une bonne idée.
Et puis, puisque j'ai le micro, j'en profite. Alors, je vais poser une question ou dire quelque chose qui est hors sujet, mais je le dis quand même. Mais on n'est pas loin du square Adolphe Chériou. Ça concerne la station Philippe, qui est en face du 18 place Adolphe Chériou, qui est fermée depuis maintenant 9 mois. Les travaux ont traîné. Alors, je sais que ce n'est pas la faute de la municipalité, enfin, en tout cas, de celle du 15e. Encore que, bon, je ne sais pas, mais quand même, depuis 9 mois, cette station a été fermée le 1er octobre et elle aurait dû, logiquement, être une des premières ouvertes par Smovengo. Et ben, ce sera peut-être la dernière. Bon, voilà, c'est vraiment scandaleux sur ce point-là. Merci. Oui. Si ça ne vous ennuie pas à chacun d'entre eux. Oui. Madame. Oui, bonjour. Moi, je voulais aussi abonder dans le sens de M. Courtiot pour dire que ça serait bien que les enfants aient un petit coin et puissent jouer sur la pelouse et effectivement la Square Chériou, ça serait bien, un petit espace, parce que vous dites que vous avez élargi l'espace, mais j'espère que ça sera pour les enfants également. Et puis moi, je souhaiterais autre chose, c'est que la rue qui longe le Square Chériou, en descendant sur la droite qui passe devant la sécurité sociale, par exemple, soit ouverte carrément aux enfants les week-ends au moins, parce que ça permettra aux enfants qui ont des trottinettes, qui ont des skates, tout ce qu'on veut, ça leur permettrait un peu de jouer. C'est une rue qui est quasiment pas fréquentée, il n'y a quasiment pas de voitures. Et de plus, les côtés du Square Chériou, tout le monde le sait, sont très mal pratiques pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes cannes, parce qu'entre les arbres, les grilles des arbres, les trottoirs sont très étroits. Et ça aussi, il faudrait trouver une solution voilà, dans ce sens. Bon, en ce qui concerne, il n'y a pas de toilette non plus. Alors ça, bon, je sais pas. Je me dis ça aussi, ça pourrait être pratique. Et en ce qui concerne la rue Léon Séché, moi, j'avoue que les pavés, c'est étonnant qu'on ait mis des pavés non sciés, alors que maintenant on met des pavés sciés partout. C'est absolument pas pratique pour les personnes en poussette et pareil en mobilité réduite. Moi, j'en ai encore parlé à des mamans qui passent, c'est impraticable. Donc je ne comprends pas pourquoi au milieu on n'a pas mis au moins des pavés sciés. Et en plus, les Excusez-moi, juste, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les pavés sciés? Ah ben, il y en a partout. Vous allez sur les quais André Citroën, tout le long des quais, vous avez des pavés sciés partout. Maintenant, vous en avez devant le square Brassens. On avait mis des pavés non sciés, on avait tout refait, on a tout cassé pour remettre des pavés sciés parce qu'on sait que c'est impraticable. Alors, on aurait dû au moins faire l'allée centrale en pavé scié et même la place elle-même, parce que franchement, ce goudron noir, enfin, c'est absolument sinistre. On aurait pu faire un truc plus sympa. En plus, on a mis des stries sur le goudron qu'il faut absolument supprimer parce que c'est pareil, c'est dangereux et pour les vélos et pour les poussettes. Et voilà. Les pavés non sciés, un enfant s'est blessé également. Donc tout ça, je vous le signale. C'est quand même important. En plus, il va y avoir aussi la terrasse de l'Armandie qui va être faite. Donc c'est pareil, il va falloir songer à laisser un passage pour les personnes à mobilité réduite parce que le trottoir est beaucoup trop haut. Et donc là, il va falloir voir tout ça. Et de l'autre côté, rue Pétel, le passage aussi est beaucoup trop étroit parce qu'ils ont mis des bacs blancs. Bon, c'est pas vilain du tout, mais entre le bac blanc et le poteau qui est mis quasiment au milieu du trottoir où il y a indiqué que c'est pour les enfants et tout ça, et ça aussi, il faut le déplacer. Enfin, tout ça, c'est à revoir. Bon, et quant au bac, j'aurais souhaité que ce soit d'une autre couleur, mais bon. Et qu'on mette des graines, comme on a, je ne sais pas si vous avez été à Jardin, mais Franprix nous a donné des petits sachets avec des graines qui donnent des fleurs de toutes les couleurs, et ça ne coûte rien du tout, c'était donné, c'était gratuit. Et ça serait très joli dans les bacs en plus. Voilà, et une dernière chose, c'est que le passage entre la rue Léon Séché et le square Saint-Lambert est très dangereux.
soit il faudrait carrément couper la rue, je sais pas quoi là, qui sert à rien. D'ailleurs, il y a quasiment pas de voiture. Soit il faut mettre un dos d'âne, enfin surélevé. Il faut faire quelque chose. Si on fait une trame verte de bout en bout, il faut vraiment envisager quelque chose qui soit sécurisé pour les enfants. Et ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai dit. Tenez. Merci de votre attention. Je voulais juste réagir sur ce que vient de dire Madame, parce que moi j'ai découvert ce projet qui avait été déposé pour piétoniser une partie du côté de la place Chériou. Pour avoir été riverain pendant quelques années place Adolphe Chériou, je rappelle qu'il y a quand même des sorties de parking, puisqu'il y a quelques immeubles qui ont des parkings sur cette partie-là. Donc donner l'accès aux enfants en sachant qu'il y a des voitures qui vont passer, moi je trouve ça dangereux. Et puis je rappelle que dans les deux rues qui ne servent à rien, c'est quand même le trajet de la traverse. Donc soit on dit que la traverse ne sert à rien, soit c'est un petit peu gênant parce que par rapport à rejoindre le square et rejoindre la mairie, je pense que même s'il n'y a pas beaucoup de monde, cette traverse me semble utile. Enfin voilà. Y a-t-il d'autres questions? Madame, 2 questions dans le fond. Voilà. Bonsoir à tous. On aime beaucoup jardiner dans le quartier. Et à propos de la rue Léon Séché, est-ce qu'il y a prévu de mettre un point d'eau à proximité pour arroser les plantations? Et ils sont un peu loin, en fait. Donc avec les arrosoirs... C'est loin. Et est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour limiter les déjections? Parce que c'est jardiner dans les crottes de chiens, c'est pas agréable. Merci. Je peux répondre à la première partie de question. Il y avait une autre question. Je ne sais pas qu'on répondait à la première partie. Il y avait une autre question. Je crois que Madame, allez-y, posez votre question. On va essayer de répondre. Ça fait partie de l'ordre du jour, mais je voudrais parler des trottoirs pour les personnes âgées. Alors, est-ce que vous pouvez réserver votre question pour... On va déjà répondre sur... les trottoirs autour de l'église, autour du square Chériou. Il y a des travaux qui sont faits et de goudron, mais il reste toujours des petites cloques, comme des petites ventouses. Depuis je ne sais combien d'années, je peux en témoigner. Et ça, c'est terrible parce qu'on peut tomber. Et en plus, pour les cyclistes, dont je fais partie, je ne sais pas si le budget est restreint, mais il aurait été bon de penser, quand on s'occupe des cyclistes, de la rue Vaugirard et de la rue Le Courbe, quand on passe à bicyclette sur les côtés, puisque les cyclistes passent à droite, il y a des trous, c'est une catastrophe depuis je ne sais pas combien d'années. Je me suis cassé le bras déjà. Alors ça, c'est devant le cinéma Saint-Lambert. Il y avait un trou énorme dans la chaussée, pour ça date de 2002. Et là, c'est pareil, autour du square Saint-Lambert, il y a des trous dans les trottoirs. Je me demande si quelqu'un est responsable du contrôle des travaux qui sont confiés à des sociétés. Comme lorsqu'on confie des travaux chez soi, on vérifie. Et alors, mais là, je peux vous dire que les ventouses, il y en avait beaucoup sur le côté droit de la mairie, face à la mairie, et des petites ventouses de goudron. Ça, c'est vrai qu'il faudrait un budget pour refaire ça, et pour les cyclistes aussi, parce que c'est très dangereux dans les couloirs de bus de la rue Vaugirard, et ça date depuis je ne sais combien d'années. Voilà. Et je pense que les 800 000, le jardin était pas mal, ça pourrait peut-être plus attendre. Est-ce qu'on a terminé sur les questions sur le sujet qu'on vous a présenté? Oui, on va essayer de... Allez-y, madame. Non, prenez le micro parce que je ne vous entends pas. Je voulais parler également des horaires d'ouverture des squares. Pourquoi est-ce que les deux squares n'ont pas les mêmes horaires d'ouverture? Le square Chériou fermant beaucoup plus tôt que le square Saint-Lambert. Or, c'est une sortie de métro, Vaugirard. Beaucoup de gens passent par là, par le square, et c'est quand même très dommage qu'il ne soit pas ouvert plus tard, surtout là en ce moment, c'est 8h30 alors que le square Saint-Lambert c'est 9h30. Enfin, il y a un décalage d'1 heure, j'ai constaté, entre les deux squares. Et c'est très dommage parce que je vous dis, c'est une sortie de métro et tous les gens passent par là, c'est quand même sympa de traverser un square. Maintenant que vous avez amélioré la sortie du square côté mairie, même les personnes, je vous dis, à mobilité réduite pourraient passer. Donc ça serait quand même bien. Voilà.
Bon, alors il y a beaucoup de sujets. Donc on va essayer de... Je vais demander à Marie Toubiana d'en prendre une partie, puis moi je vous répondrai sur une partie. Surtout n'hésitez pas, si par hasard on oublie de vous répondre à une question, comme vous nous avez dit beaucoup de choses, vous relevez la main et on sera plus précis. Voilà, Marie. Je vais les prendre dans le désordre. Je vais commencer par les composteurs. Monsieur, vous m'avez posé une question sur les composteurs. Monsieur, vous savez que nous avons de gros problèmes de rats. Et les composteurs attirent les rats. Donc vraiment, on n'en met pas du tout dans les jardins. On n'en met pas dans les jardins partagés. Enfin, dans le jardin partagé, il y en a. Et malheureusement, les personnes je sais que parmi vous, il y a des personnes qui fréquentent des jardins partagés et ils ont des problèmes de rats. Donc vraiment, les composteurs, on évite. Par contre, monsieur, nous distribuons régulièrement, on l'a fait déjà 2 fois de suite et on va le faire prochainement le 22 juin. Nous distribuons gratuitement des composteurs individuels pour appartements. C'est très bien. Et vous savez qu'on a des listes d'attente parce que les gens les prennent. Ils les mettent chez eux. Ce sont des petits composteurs qui sont pas très grands. Et on aura une prochaine distribution de composteurs le 22 juin. Mais il faut s'inscrire, bien sûr, parce qu'on ne va pas en avoir une centaine. Et si ça vous intéresse, et c'est très apprécié, il y a des composteurs individuels que vous pouvez mettre chez vous. En tout cas, dans les jardins, pas question parce que ça attire beaucoup les rats. Voilà pour les composteurs. Pour le budget, il y a eu 300 000 euros, c'est madame qui m'avait posé la question pour le budget. 300 000 euros pour le jardin, 50 000 euros pour la végétalisation du parvis, 176 000 euros pour la placette, et le solde servira pour les grilles. Je reviens sur ce que j'ai dit pour les pieds d'arbre sur la placette. J'ai dit que pour l'instant, on ne sait pas s'il nous restera un budget, mais bien évidemment, si on a un budget pour refaire les pieds d'arbre sur la placette, on le fera. Voilà, ça c'est pour le budget. Pour les bancs, je ne sais pas si je laisse parler mon collègue ou si je réponds pour les bancs ou si je réponds à d'autres questions sur la pelouse centrale. Les pelouses sont ouvertes au public, les jeux de ballon sont interdits. Les bains de soleil, dans le règlement des parcs et jardins, il faut avoir une tenue décente. Alors vous savez, c'est très vague une tenue décente, c'est-à-dire que c'est à l'appréciation des personnes qui verbalisent. Donc il ne faut pas être en bikini, il faut avoir une tenue décente. Dans le règlement des parcs et jardins, c'est tenue décente. Voilà. Et pour les pique-niques, évidemment, le jardin est petit. Les pique-niques sont autorisés jusqu'à une trentaine de personnes. À partir d'une trentaine de personnes, il faut demander une autorisation. Évidemment, l'autorisation, moi, je ne serais pas favorable à donner... On donne bien sûr des autorisations pour les grands jardins, pour faire des pique-niques dans les grands jardins. Je ne vois pas des pique-niques avec 50 personnes au Square Chériou, qui est vraiment un petit square. Donc, je pense que le problème ne se posera pas. J'espère que non. En tout cas, pour les jeux de ballon, ils sont normalement interdits. Voilà. Donc, si jamais il y avait des jeux de ballon, ce sera verbalisé. On fait passer la DPSP pour verbaliser. Les jeux de ballon sont autorisés avec des ballons en mousse pour les enfants. D'autres questions? Je suis d'accord avec vous, madame, pour les bacs rue Léon Séché. Ce que j'aimerais, moi, personnellement, mais c'est mon avis, c'est que si un jour on avait, peut-être l'année prochaine, on ne sait jamais, si on avait le budget, moi je serais favorable, et je ne sais pas ce qu'en pense mon Jean-Philippe Pierre, je serais favorable à repeindre ces bancs de la même couleur que les bancs que les bacs, je veux dire, du parvis. Les bacs de la rue Léon Séché, je serais sur ce point, vous savez que la couleur actuelle n'est pas la couleur de départ. Il nous avait fait une couleur absolument immonde, dégueulasse, excusez-moi, c'est pas très poli, mais bon, enfin, la première couleur était juste immonde, un espèce de jaune un peu cacadois qui était au moment de l'ouverture de cette rue, c'est-à-dire en mai il y a 2 ans, c'était vraiment très très moche. Donc on a repeint en catastrophe parce qu'on ne pouvait pas laisser ça comme ça. Donc c'est un peu mieux qu'avant. On essaiera de faire encore mieux avec une autre couleur. Je retiens cette idée, soit dans le cadre d'un budget participatif futur, soit peut-être dans le cadre du budget du conseil de quartier si le coût n'est pas très élevé. Il faut savoir que c'est, juste pour votre information, il est extrêmement difficile de peindre sur de la peinture. Il faut tout décaper et puis repeindre si on veut que ça tienne, puisque c'est à l'extérieur, donc c'est assez compliqué. Donc ça coûte un peu plus cher, mais bon, après tout, ça peut être une dépense intelligente.
Je veux bien répondre pour le point d'eau. Il y a quand même de l'eau à Saint-Lambert qui est vraiment pas loin. Mettre un point d'eau ici, je ne sais pas, mais faire un point d'eau. Là on vient d'installer un point d'eau sur les pelouses de Breteuil. Aussi, c'est pour des personnes qui avaient des pieds d'arbres végétalisés à arroser, mais il n'y avait aucun point d'eau à côté. Ça a quand même coûté au conseil de quartier 3 000 €. Donc franchement, c'est quand même une très grosse dépense, alors qu'il y a Saint-Lambert où il y a de l'eau qui est vraiment juste à côté. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si je laisse parler. Je pense qu'il reste juste les bancs. Ah oui, pour la voirie, vous avez raison, il y a des problèmes parce que, en fait, la rue Léon Séché, elle a été faite en plusieurs temps. Il y a eu la rue végétale qui a été faite en catastrophe parce que la mairie de Paris nous a demandé une rue végétale, donc elle a été faite en catastrophe en un mois. Et ensuite, il y a eu après des travaux de voirie qui ne sont pas les mêmes, donc vous avez raison, ça a été fait en plusieurs temps, donc ce qui explique un petit peu ces problèmes. Mais enfin, je ne sais pas si on peut harmoniser le sol, si on peut arranger un petit peu du côté du restaurant, je ne sais pas si on peut faire intervenir la voirie, peut-être pour essayer d'harmoniser un petit peu. Les travaux de voirie coûtent toujours très très cher. Il y a le problème des bancs, alors tu le connais, le problème des bancs. Bon, pour ma part, je vais essayer de répondre à d'autres questions qui nous ont été posées. Alors, la rue Pétel. On parle bien de la rue Pétel, celle qui a été fermée pour des questions de Vigipirate, par des bacs, plus des énormes plots. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, excusez-moi, non, j'ai peut-être pris un coup de chaud cet après-midi, donc. Mais bon, vous m'avez compris. D'abord, les bacs, il n'y avait pas de bac avant, on a fait installer des bacs. Vous savez que chaque bac coûte 10 000 € pour votre information. En mobilier urbain, les dépenses vont extrêmement vite. Donc on a installé de mémoire 4 bacs. Ou 5, je ne sais plus. Bon, en tous les cas, vous voyez, il y en a pour 50 000 € de bacs. Alors, on a mis les bacs et ensuite, on a mis des énormes pierres pour renforcer les bacs parce qu'on considère, les forces de police ont considéré que les bacs n'étaient pas suffisants et qu'ils pouvaient être défoncés et donc pas protéger l'accès à la mairie puisque la mairie est un lieu public. Donc, on a mis des énormes plots en béton. Non, c'est pas en béton. Maintenant, c'est plutôt de la pierre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est quelque chose qui commence à être un des cubes de granit. Ça commence à être un peu plus beau. Mais malheureusement, on va pas pouvoir faire grand-chose de mieux. Moi, je suis un peu désolé de vous dire que je vois pas ce qu'on peut faire de mieux, parce que on a Vigipirate. Et on a des normes de sécurité obligatoires autour des lieux publics. Alors par contre, derrière l'ancien tribunal, là, vous avez vu que c'est très moche, une espèce de square très très moche là. On a, avec les arrêts de bus en effet, l'idée c'est vous savez que le tribunal part dans le 17e, donc il n'y aura plus de tribunal. Donc cet espace va être utilisé pour la mairie pour différentes choses, je ne sais pas encore, rien n'est décidé, mais en tous les cas, on envisage de déposer un projet dans le budget participatif de l'année prochaine pour réaménager l'espèce de petite place qui est derrière, qui est quand même très moche. À la sortie du tribunal, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc l'idée, c'est de réaménager ça. Donc on en reparlera au prochain conseil de quartier, mais l'idée, c'est de faire quelque chose autour de ça pour valoriser un peu l'arrière du tribunal, qui est quand même totalement laissé à l'abandon. Alors, la terrasse de l'Armandier. Alors, la terrasse de l'Armandier, l'Armandie. Vous savez qu'il y a eu tout un sujet autour de ça. On voulait en fait que la placette qui a été faite devant soit au même niveau que le trottoir. Ça n'a pas pu être fait pour des raisons d'écoulement d'eau, etc. Donc on a malheureusement la voirie de la ville de Paris ne nous a pas laissé faire ce qu'on voulait, et on voulait quelque chose de beaucoup plus fun, ou plus beau, plus esthétique, et malheureusement ce qui est actuellement sous vos yeux est moyen. Alors les arbres vont pousser, l'idée c'est de mettre des bancs,
Alors vous allez me dire, les bancs, ça attire les gens qui sont dans la rue jour et nuit, mais bon, il n'y a pas de solution. Quand on met pas de bancs, on nous dit qu'il faut en mettre. Donc il va bien falloir qu'on aménage sous les arbres quelque chose qui donne le sentiment d'être un square, un petit square, quelque chose d'agréable. Donc on mettra peut-être des bacs, mais il appartient au conseil de quartier aussi de faire des propositions. Mais moi je ne suis absolument pas opposé à mettre des bacs qui soient un peu plus esthétiques que les bacs de la rue non séchée par exemple. Attendez, ça vous ennuie pas que je réponde ou alors allez-y. Vous avez un exemple extraordinaire. Moi, tout proche, c'est la place Blomet. C'est celle qui il y a la rue Cambronne et la rue Blomet. Général Beuret. Beuret. Ah bah elle est réussie, oui. Elle est réussie. C'est formidable. Ça donne le carrefour est difficile. Il y a plein de passages, mais en même temps, on se sent très bien là. On pourrait faire peut-être la même chose, j'en sais rien, avec quelle modalité, j'en sais rien, mais ça pourrait être près de l'Armandie, ça serait super, quoi. Voilà. Écoutez, Suggestion. Il n'y a pas de bac, je crois, sur la place du Général Beuret. Il y a des bancs, il y a une fontaine. Donc pourquoi pas, non. Alors il faut savoir qu'on est obligé de laisser un espace au milieu pour les camions de déménagement qui doivent avoir accès à la rue Léon Séché. Donc, alors quand c'est pas les camions de déménagement, c'est les services de secours. Quand c'est pas les services de secours, c'est bon, il y a toujours quelque chose. Donc, mais bon, enfin, on peut essayer d'améliorer les choses. Sachez qu'on vient de loin. Pour ceux qui s'en souviennent, la rue Séché, c'était juste tragique il y a 2 ans et demi. Donc ça l'est encore, oui, mais ça s'améliore quand même. Sur le sujet des pavés, madame, ça a été un choix qui a été fait par la ville de Paris, pas par la mairie du 15e. C'est-à-dire que cette rue, elle nous a été un peu imposée. C'est-à-dire dans le cadre de la COP 21, vous savez que Paris avait pour volonté de faire 2 rues végétalisées. Donc on en a eu une dans le 15e, celle-ci, et il y en a eu une autre dans le 12e. Tout ça a été fait dans la précipitation, sans aucune concertation locale. Je dois dire que moi, en tant que président du conseil de quartier, et à la fois avec mes collègues qui sont autour de la table, on s'est battu et on se bat en permanence avec les services de la ville pour améliorer. Mais on n'a été absolument pas entendu. Ça progresse, ça s'améliore, mais ça fait quand même plus de 2 ans et demi que ça existe, cette histoire. Et ça fait 2 ans et demi que la voirie nous balade en nous expliquant que ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est... Bon, bref, toujours les mêmes réponses. Donc on est très attentif à l'améliorer au quotidien, mais on y va malheureusement à petits pas, parce que ce qui a été fait au départ n'est pas acceptable. La couleur des bacs en est l'exemple. Ou même les fontaines, les fontaines à eau, c'est-à-dire les bornes d'arrosage. Il faut savoir que pendant 2 ans, elles ont été fermées. Il n'y avait qu'une personne qui avait la clé, c'était un des commerçants de la rue. Alors évidemment, les riverains qui voulaient la clé pour ouvrir les fontaines pour arroser le soir, le commerçant était fermé. Ça a été juste l'enfer. Alors tout ça s'améliore, mais Paris c'est pas fait en un jour, et la rue de Séché, on prend le chemin. Donc on y va à petits pas, mais on est tous vigilants. C'est un travail de chacun d'entre nous pour essayer d'améliorer cette rue et de faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible. Je suis comme vous un peu désolé de voir comment a été traité le sol, à la fois par les pavés, à la fois par les rainures qui ressemblent à rien. Tout ça, vous savez, parfois les architectes ont des envies d'innovation et ça marche pas forcément très bien. Mais voilà, nous on nous a imposé. Je dois dire que cette rue on l'a prise parce que je pense que quelque part ça fait plaisir aux riverains quand même d'avoir une rue calme ici. Mais elle a été très mal faite dans la précipitation et n'importe comment. Et quand on voit le budget qui a été consacré au départ sur cette rue, c'est quand même assez démentiel. C'est 300 000 € pour votre information. Donc c'est quand même démentiel pour ce qui a été fait. Donc je dirais qu'on ne va pas rentrer dans un débat polémique, mais il y a quand même matière à en parler parce que c'est beaucoup d'argent dépensé pour rien et fait à la va-vite et n'importe comment.
Les bacs, c'est vraiment l'exemple. Bah, je ne sais plus qui posait la question sur les bacs. C'est quand même il a fallu qu'on les repeigne. C'est quand même et pour avoir un résultat qui est juste moche encore. Donc voilà. Alors, sachez qu'on avance à petits pas, mais on est vigilant et surtout, n'hésitez pas à nous dire au fil du temps encore vos remarques, c'est très utile. Sur les toilettes du square Chériou. Il n'y aura pas de toilettes du square Chériou à l'intérieur du square parce qu'il n'y a pas de place, il n'y en a jamais eu. Donc les toilettes, il y en a peut-être eu il y a très longtemps, mais en tous les cas, dans la nouvelle configuration voulue par les architectes, il n'y a pas de toilettes de prévues. D'autant qu'il y a des toilettes qui sont prévues un tout petit en bas du square Chériou. Il y a des toilettes dites de co, là, des boîtes qui se ferment. Bon, alors ça vaut ce que ça vaut, mais bon, c'est toujours bien. Voilà, c'est propre au moins. C'est pas sale, ça sent, ça n'a pas d'odeur, c'est propre. Voilà, pour être très clair et un peu brutal dans mon propos. La station Vélib, je suis comme vous, monsieur, scandalisé, mais mes collègues qui sont autour de la table, que ce soit Sylvie Serrac, Pascal Bédé-Chassaigne ou même Marie Toubiana, c'est un vrai scandale, cette histoire de Vélib. Vous voyez comment ça se passe, hein. Il y a plein de stations qui sont toujours pas ouvertes, des tas de Vélib qui se promènent avec des gens qui les ont jamais rendus et qui les utilisent maintenant comme des vélos personnels. C'est un foutoir monstrueux, c'est une véritable honte, et précisément cette station qui est fermée, qui était quand même très utile, elle est fermée depuis bientôt 9 mois, depuis le mois d'octobre. Et puis c'est pire encore, c'est une espèce de chantier, donc avec des barrières qui tombent, avec des... tout ça est abracadabrantesque, et on se bat en permanence pour que ça se termine vite, mais voilà, vous avez compris que l'enjeu, il n'était pas dans la mairie du 15e, c'était un enjeu municipal, et avec un choix complètement absurde d'un prestataire. C'est comme si vous demandiez à un artisan peintre qui est seul de repeindre la tour Montparnasse tout seul en 6 mois. C'est à peu près la même chose. On a fait appel à une société de vélos de type Vélib qui s'appelle... comment ça s'appelle ? Bon, Souvengo, je crois. Et donc, ils font des toutes petites opérations en province, et d'un seul coup, ils ont récupéré le marché de la ville de Paris, et donc ils s'en sortent plus. Ils ne s'en sortent plus. Ils n'arrivent pas à gérer. Donc ça, c'est la réponse que je peux vous faire sur la station Vélib. Je sais qu'elle ne vous satisfait pas, elle ne me satisfait pas non plus, mais on est attentif et on espère que très vite, ce problème va être réglé. Mais comprenez bien que voilà, c'est vraiment pas de la responsabilité de la mairie du 15e. On se bat pour que toutes les stations Vélib dans le 15e soient ouvertes. Elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas, et c'est la pagaille. C'est la pagaille. Ceux qui... moi, je suis passé rue du Commerce il y a 15 jours. La station Vélib était pleine, et les gens ne pouvant pas remettre leur vélo, ils rajoutaient les vélos installés. Donc vous aviez pour chaque vélo 3-4 vélos rattachés au vélo. Donc c'était dantesque. Et ça fait sauter l'électricité, donc c'est une coupure d'électricité, on ne peut plus rattacher les vélos. Ensuite, les cadenas sont sciés par des petits voyous qui traînent, et les vélos maintenant se promènent en toute liberté. Donc maintenant, vous avez des vélos, vous observerez que maintenant les vélos Vélib ont des cadenas de particuliers. Maintenant, les gens se sont appropriés le Vélib. C'est-à-dire que ce qui appartient au bien commun devient la propriété de chacun. Donc c'est juste dantesque, et c'est une réalité. Donc ce passage, ce changement de Vélib est un naufrage. Naufrage. Peut-être que mes collègues conseillers de Paris peuvent en dire un petit mot. Vous voulez vous dire un petit mot sur Vélib ? Voilà, je crois qu'on en a suffisamment parlé dans la presse, que chaque conseil de Paris, tous les mois, ça revient sur le tapis, que la maire de Paris est quand même très ennuyée de cette affaire-là, et qu'effectivement la société qui a obtenu le marché n'était pas du tout en mesure, et n'avait pas les capacités de prendre ce marché et de prendre la suite de Deco. Bon, voilà, maintenant, je pense qu'on ne va pas rajouter grand-chose. Vous lisez le journal et tous les jours, il y en a des pleines pages, et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Voilà, alors il m'a été posé une question sur les déjections canines. Je ne sais plus qui a posé cette question. Bon, de toute façon, c'est un problème malheureusement récurrent, complètement hallucinant. Les gens ne sont même pas capables de ramasser
les besoins de leurs animaux. Je comprends même pas. Ça me dépasse. Je ne peux pas vous apporter une réponse, ça me dépasse. Je trouve ça tellement invraisemblable que... Donc il existe la DPSP, comme vous le savez, mais ils ne sont pas partout. Donc c'est cette brigade qui est chargée de verbaliser les Parisiens sur des comportements d'incivilité, que ce soit effectivement les déjections canines, mais aussi, vous ne m'en avez pas parlé, merci, mais moi je vais vous en parler, c'est tous ceux qui prennent la rue comme dépotoir et qui font des travaux chez eux et qui balancent tout sur le trottoir. Donc là c'est pareil. Alors par contre, sachez qu'il nous arrive assez souvent d'envoyer la brigade quand il y a des chantiers de travaux qui sont faits par des particuliers et que les entreprises balancent ça sur le trottoir. On fait débarquer la DPSP et ils verbalisent soit l'entreprise, soit le propriétaire ou le locataire de l'appartement qui a laissé ses ordures sur le trottoir. Ces déchets de travaux. Il faut savoir que ça marche plutôt bien. On a verbalisé quand même beaucoup de monde. Mais bon, c'est pas suffisant. Comme vous observerez qu'il y en a partout, jour et nuit, à n'importe quelle heure. Donc sur le point d'eau, je pense avoir répondu à vous. Est-ce que la réponse ne vous satisfait pas, madame? Mais bon, je vous ai quand même répondu. Si on peut rajouter un point d'eau, on le fera. On le fera. Et si c'est pas fait l'année prochaine, vous viendrez à nouveau tempêter. Et on essaiera. Non, mais on l'a noté avec Marie et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc je crois si les statuts du square du square Chériou, les statuts on a réussi à gratter un petit peu d'argent de la ville pour restaurer les statuts, parce qu'il faut savoir qu'ils avaient oublié de restaurer les statuts, c'est-à-dire qu'ils voulaient ouvrir le jardin avec des statues toutes vertes, toutes moches, etc. Donc on a réussi à obtenir un décapage des statues qui va être fait bientôt, mais le remplacement des doigts ou des bras manquants des statues en question, j'y crois pas beaucoup. Mais bon. Quant aux horaires d'ouverture du square, peut-être que Marie, tu peux dire quelque chose sur oui, pour les heures d'ouverture, de fermeture, il y a des rondes, des agents qui ferment les squares, ils font des rondes, donc ils commencent par certains squares, ils finissent par d'autres. Les petits squares ferment avant les grands squares, et je ne suis pas sûre, madame, que les gens qui habitent au-dessus du square seraient heureux d'avoir le square ouvert jusqu'à 21h30. C'est toujours comme ça en fait. Je ne suis pas sûre, parce que ça ferait quand même beaucoup de bruit. Je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a des rondes de fermeture, donc c'est ce qui explique que certains... pour les gens qui habitent juste au-dessus, pour les gens qui... Je vais vous dire, madame... mais là, quand même, il y a des gens qui habitent juste au-dessus. En tout cas, il y a des rondes de fermeture. Et les agents commencent à fermer certains squares qui sont fermés avant d'autres, c'est comme ça. Et les petits squares sont fermés avant les grands. Donc, ce qui explique que Chériou soit fermé avant Saint-Lambert. Il y a quand même une grande fréquentation à Saint-Lambert, donc c'est normal que Saint-Lambert soit fermé plus tard. Moi, j'ai une suggestion pour les bancs. Moi, j'ai vu plusieurs fois, j'ai vu dans Paris, si on ne peut pas mettre de bancs devant l'Armandie, j'ai vu des demi-bancs, en fait, des chaises, tout simplement fixées au sol, que l'on pourrait mettre devant l'Armandie, je ne sais pas si je les ai vues, et ce sont des chaises, en fait, des chaises fixées au sol, bien sûr, hein, et ça serait peut-être une solution pour que les gens ne s'allongent pas, mettre quelques chaises. Moi, c'est une suggestion. D'accord. Alors, sur les ventouses goudron, là, de madame. Madame, vos ventouses goudron. Bon. Alors, vos ventouses goudron. Effectivement, elles poussent comme des champignons, hein, il y en a partout. Alors, on en rabote au fil du temps. Dès qu'il y en a et qui sont dangereuses, on les rabote. La seule chose que je peux vous demander, c'est de me les signaler, parce que je peux pas, vous voyez, je vais pas passer mes jours et mes nuits à arpenter les trottoirs et les traiter et traiter les ventouses. Mais par contre, n'hésitez pas à nous les signaler. Vous prenez une photo et vous m'envoyez la photo en mail et puis on les traite au fur et à mesure. On ne peut pas les éviter, ces ventouses, on ne peut pas s'adresser à la voirie. Il n'y a pas une technique qui fait, parce que, écoutez, moi j'ai 82 ans, j'ai jamais vu les ventouses comme ça.
Alors les ventouses, elles sont dues à plusieurs raisons. Il y a d'abord la première raison, c'est quand elles sont pas très loin d'un arbre, c'est les racines qui les soulèvent. Et donc là, alors franchement, dans ce cas-là, on va couper les arbres, mais si on coupe les arbres, on s'en sort plus. Donc c'est le serpent de mer. Et puis la deuxième raison, parfois, c'est quand le goudron est mal posé, il y a des poches d'air. Parce que le goudron est posé à toute vitesse, elle pose les poches d'air avec la chaleur, ça fait effet champignon. C'est l'inverse du champignon, puisque le champignon il sort de terre quand c'est humide. Les ventouses, elles sortent de terre quand c'est sec. Alors, je suis content que vous parliez de la voirie, mais on ne va pas ouvrir le débat sur la voirie. Vous avez vu l'état de la voirie à Paris ? Vous avez vu dans quel état est notre voirie à Paris? Vous avez vu combien il y a d'accidents de vélo? Vous avez vu combien de personnes en vélo se retrouvent par terre ou à l'hôpital Pompidou? C'est dramatique. C'est dramatique. Et je veux pas, c'est pas un lieu pour faire de la politique, mais franchement, je pense que la mairie centrale se fiche de nous. Quand on voit l'état de la voirie à Paris, la voirie est totalement détériorée, partout. Il n'y a pas une rue qui est en bon état. Je parle du 15e et je parle de d'autres endroits. C'est la rue Charles Lecoq. Oui. Ah oui, parce qu'on l'a demandé, qu'ils le font progressivement. Mais sachez que c'est une catastrophe. Donc, voilà. Allez, on finit sur ce sujet. Encore une ou deux questions. On finit sur G, on attaque le suivant. Éric Michel, une question. Prenez le micro qui est là. Je peux parler fort. Oui, vous m'entendez? Oui, moi une petite question sur le choix des essences des arbres, parce que sur la petite placette là devant l'Armandie, on a mis des tilleuls. Les tilleuls, c'est une espèce d'arbre qui crée un suin, un miellat qui se dépose sur les chaussées et donc sur les bancs, qui fait que quand on s'assoit d'ailleurs, après on en a plein les vêtements. Donc je comprends pas pourquoi on met ce type d'arbre dans Paris, dans des espaces où on met des endroits pour s'asseoir. Voilà, c'est le cas également devant les cinémas Gaumont, où c'est une placette qui est complètement couverte de tilleuls, et donc cette placette, elle devient noire, parce qu'avec en plus la pollution automobile, ça crée et les pigeons, ça crée une sensation que c'est pas propre, quoi. Voilà, donc c'était une question. Et sur cette même place, je me demandais si on pouvait pas mettre une statue du général Lecourbe, par exemple, vous voyez, il y en a une à Belfort, je crois, qui est disponible, on pourrait leur proposer de nous la prêter, et puis ça mettrait un peu une œuvre d'art dans le coin, parce qu'il n'y a pas grand-chose en termes d'art dans le coin, et ce serait sympa d'avoir quelque chose d'un peu, voilà, qui nous élève un peu, qui ne soit pas des petits oursons ou des petits trucs qui datent d'une... Ils sont mignons, mais on pourrait peut-être avoir autre chose, voilà. Voilà, j'ai fini. On va vous répondre. Alors, madame, une question. Attendez, prenez le micro parce qu'on ne vous entend pas. Bonsoir. Alors, moi, je suis venue pour essayer d'avoir des informations supplémentaires sur les nuisances que nous subissons sur la rue du Clos-Feuquières, que j'habite depuis longtemps, ainsi que... Alors, je suis désolé, vous n'êtes pas dans le bon conseil de quartier. Et j'étais en train de me demander si j'étais dans le bon conseil de quartier. Mais restez, ça nous fait plaisir de vous avoir. Parce que c'est un gros problème. Quel type de nuisance? Alors, les nuisances, ce sont des bandes qui viennent, des bandes de jeunes qui viennent de façon récurrente le soir, qui font des rodéos en mobilette, qui jouent au ballon dans la rue, qui crient. Voilà, on a ça. Donc, on appelle la police 2-3 fois par semaine. Donc, monsieur le maire est au courant, parce que j'avais déjà parlé avec lui de ce problème. Et puis, l'autre problème, il vient de ce terrain de ballon qui a été agrandi dans le parc du Clos-Feuquières et qui est maintenant transformé en stade au coin. Donc, vous voyez, madame disait que les petits parcs fermaient plus tôt. Ben, c'est pas le cas du nôtre, parce qu'il ferme vers 21h30 et jusqu'à 21h30, on peut se croire au Stade de France selon les soirs, avec les clameurs, les bruits des ballons, voilà. Alors, c'est un problème qui nous contrarie beaucoup. Bon, il y a pas mal de gens qui sont au courant. Donc, monsieur le maire du 15e, on a déjà eu des contacts à ce sujet. La police le sait. Mais voilà, donc je venais dans un conseil de quartier. Mais si c'est pas le bon... Non, vous n'êtes pas dans le bon. Mais par contre, on va quand même vous répondre parce que c'est normal. Marie Toubiana, qui est adjoint au maire du 15e arrondissement... Et justement chargée de l'espace vert. Et qui connaît bien le sujet, va pouvoir vous répondre. Marie Toubiana va répondre sur les essences d'arbres.
Ça, je suis pas sûre. Et puis, Marie Toubiana va répondre sur le Clos Folquer. Le Clos Folquer, madame, vous êtes allée au dernier conseil de quartier? Mais non, c'est la première fois. Ah bah justement, parce qu'on en a parlé du Clos Folquer. Alors je sais qu'il y a toujours eu un terrain de foot. Il a été... Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il y a toujours eu un terrain de foot, et au budget participatif, les habitants ont demandé une amélioration, donc le terrain de foot a été modernisé et amélioré. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec monsieur le maire a décidé que, et si vous étiez allé au dernier conseil de quartier, vous l'aurez vu, on va faire un budget, un budget de peut-être 30 ou 40 000 euros. On va mettre des grilles très hautes. On va fermer le terrain de foot et on va fermer l'accès et y accéder à certaines heures, et en tout cas pas tard le soir, et on va avoir la maîtrise de ce terrain de foot pour qu'on puisse pas y accéder tout le temps. Voilà. Je vous laisserai mes coordonnées parce qu'on a eu beaucoup de sujets là-dessus, et on en a parlé longuement au dernier conseil de quartier. On va améliorer la situation pour le Clos Folquer. L'essence des arbres. Et est-ce que la solution serait pas de fermer? Non. Pardon. Voilà. Mais on parlera un peu. Mais madame, je vous laisserai mes coordonnées parce que le Clos Folquer, c'est pas l'objet. Malheureusement pour les tilleuls, je ne peux pas vous répondre parce que les essences sont choisies par les services de l'arbre, par les services de la DEV, et je ne sais pas pourquoi ils choisissent ces essences. Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'on a épuisé le sujet. Ah si, une dernière question. Surfing d'or. Ce serait bien qu'on passe au... surfing d'or là. Attendez, non, on a fait ça dans le désordre, on a changé. Ah d'accord. Donc okay. Là, on va parler à 10-15 minutes de surfing d'or, le projet sportif, et ensuite on finira par le meilleur. D'accord. Voilà, donc on a terminé sur cette partie végétalisation. On attaque. Monsieur François, vous faites la présentation? Allez, on y va. C'est parti pour Surf Indoor. Pardon? Bonjour à tous. Tout d'abord, excusez-moi pour le petit retard. J'étais retenu à l'hôtel de ville. Donc, je viens vous représenter le projet de Surf Indoor et répondre à certaines de vos questions. Le porteur de projet n'est pas là, il s'excuse. Il a des impératifs personnels qui l'empêchent d'être ici ce soir. Donc, je vous propose le sommaire suivant. Je vous présente très rapidement le projet et l'ADN du porteur de projet. Je vous présente ensuite une deuxième partie où je vais vous parler des travaux et de l'impact qu'ils vont avoir sur la rue de la Croix-Niver. Dans une troisième partie, je vais vous parler des caractéristiques du bâtiment et de sa vie interne, de son fonctionnement interne. Et enfin, quatrième partie, je vais vous parler de quand le centre sera ouvert, s'il ouvre, et de son quotidien. Voilà. Alors, le projet. Donc, on est sur un projet d'une vague de surf artificielle qui sera complétée avec 3 ou 4 squatchs. Le projet se déroule au 107 de la Croix-Niver et fait partie d'un appel à projet qui s'appelle l'appel à projet Grand Paris Terrain de Jeu. Pour le porteur de projet, il s'agit de la société Maraga. Plusieurs questions ont été posées sur qui est la société Maraga. Donc c'est une société qui a un ADN sport, puisque leur dernière activité était en fait un complexe de sport loisirs à Fontenay-sous-Bois. Je peux vous inviter à aller regarder sur internet, vous tapez complexe sport loisirs Fontenay-sous-Bois, vous allez tomber sur eux. Vous verrez ce qu'ils font, et ils ont un vrai ADN sport pour le coup. Une question qui avait été aussi posée, c'était pourquoi le surf? Eh bien, en grande partie parce que le surf en milieu urbain, c'est quelque chose d'inédit, d'assez innovant, et qui a aussi une relation avec les projets olympiques, puisque le surf sera olympique dès 2020 et donc sera représenté aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Et enfin, je donne une petite précision, c'est un projet local. Beaucoup de questions ont été posées sur la relation qu'allait avoir le porteur de projet avec vous, avec les riverains, avec les associations. Je tiens à vous rassurer, je vais le développer un peu plus tard dans la présentation, mais c'est un projet qu'il veut construire localement. Voilà, il n'y a pas une ambition démesurée d'attirer l'ensemble de la jeunesse parisienne ou l'ensemble des surfeurs parisiens. Ça reste un projet de petite moyenne échelle. Alors, au niveau des travaux et des impacts,
Pour répondre aux questions de la hauteur et de la classification du bâtiment, c'est un bâtiment R+1, donc qui n'a qu'un étage et un demi-étage enterré. Donc la hauteur maximum devrait être de 7 mètres, pour ceux qui se posaient la question. Le début des travaux, pour vous donner Non, on va juste, ça vous ennuie pas, on termine la présentation parce que bon, vous connaissez le sujet par cœur, d'autres personnes dans la salle ne connaissent pas du tout le sujet. Vous terminez votre présentation et ensuite on prend les questions-réponses de la salle. Parfait. Pour vous donner une idée calendaire, le début des travaux est prévu pour le dernier trimestre 2018. Je ne peux pas vous dire exactement le mois puisqu'on est en procédure administrative, donc on n'est pas à la semaine près, va-t-on dire. La durée sera de 8 mois maximum, et j'insiste bien sur le terme de maximum, puisque 8 mois, c'est un délai qui a été calculé avec 2 mois d'aléa. Donc ce qui représente quand même une marge d'erreur plutôt correcte. Au niveau de la situation administrative du dossier, toutes les autorisations sont en cours. Tout simplement. Donc je pourrais vous le préciser si vous voulez en savoir un peu plus, sans aucun souci. Et enfin, pendant la période de travaux, ce que propose le porteur de projet, c'est que l'ensemble des réunions de chantier soient non pas présidées, mais soit inclusives et permettent à un représentant de la copropriété ou du conseil de quartier, à définir en fonction des besoins et des envies, d'être présent justement sur les réunions de chantier pour suivre le chantier, suivre l'avancement des travaux, suivre les problèmes, les aléas et éventuellement rectifier le tir au cas où il y aurait une erreur, quelque chose qui dérange, quelque chose qui perturbe entre guillemets la tranquillité du quartier. Au niveau des impacts, les travaux ont été prévus sur la période d'hiver. On a fait exprès justement de les commencer plus tard pour permettre sur cette période hivernale d'avoir moins de nuisances, puisque théoriquement en hiver les fenêtres sont plutôt fermées, donc l'impact sonore et éventuellement l'impact poussière est un peu atténué. Donc on a fait ce choix-là. L'occupation de l'espace public, elle est possible, mais elle ne se fera pas sur la rue Croix-Nivert. C'était une question qui nous est revenue régulièrement. Je vous rassure, aucun blocage de circulation, aucun blocage de bus. On a prévu justement que l'impact de chantier se déroulerait dans l'enceinte du complexe sportif, donc sur le TEP s'il y a du stockage ou autre à faire. Donc pas de blocage de circulation ni de modification de la voirie à prévoir, c'était aussi une question. Il n'y aura pas de modification de la voirie en cause du projet. Et il n'y aura pas de création de parking. C'est aussi une question qui est revenue beaucoup. C'était pas pertinent de mettre un parking parce qu'on veut justement éviter que les gens viennent en voiture. Voilà. Je vous ai mis une petite slide sur l'emprise du bâtiment pour que vous puissiez vous représenter l'espace qu'il prend. Donc c'est pas très visible, je suis désolé, j'avais pas les visuels initiaux, mais vous pouvez voir donc que le bâtiment vient s'adosser au trottoir et va jusqu'au TEP tout en laissant la voie d'accès pompier au complexe sportif entièrement dégagée. Ce qui permet d'avoir une distance entre l'ensemble immobilier, je vais dire du bas parce que je ne connais pas le nom, je suis désolé, de 6 mètres, donc pas de vis-à-vis au regard des conditions urbanistiques. Hop. Donc maintenant je vais vous parler du bâtiment et de la vie interne du bâtiment parce qu'il y a eu aussi quelques questions dessus. Là, une des caractéristiques du bâtiment et qui était une de vos grosses inquiétudes, c'était la nuisance sonore par le moteur des vagues, etc. Donc il faut savoir qu'un travail a été entamé avec les architectes et avec une entreprise spécialisée dans la réalisation de protection acoustique. Donc l'engagement qu'a pris le porteur de projet envers la ville, c'est une nuisance sonore 0 décibel. Donc j'espère que ça répond en partie à vos questions ou totalement. Une question a été posée aussi sur l'éclairage extérieur. Il n'y aura ni éclairage extérieur ni enseigne lumineuse, puisqu'on avait bien compris que l'éclairage actuel était un peu gênant pour certains riverains et qu'ils avaient peur aussi qu'il y ait un éclairage lumineux. Ça ne sera pas le cas. Aucune enseigne lumineuse, aucun éclairage extérieur. On a été très ferme sur le sujet. Un point sur l'insertion urbaine optimisée, puisque beaucoup de questions ont été posées sur
couleurs allait avoir le bâtiment, par exemple, quelle façade. Il faut savoir qu'un travail a été réalisé avec la DU, un dossier présenté aux ABF et un cabinet d'architectes certifié a été engagé pour mettre le projet aux normes architecturales de la ville de Paris. Donc aujourd'hui, on a un avis favorable de la DU, des ABF, sur une façade que je vous ai mis en visuel. Ne vous inquiétez pas, je l'ai mise en plus grande juste après, je vous la montrerai. Je reviens sur le R+1, donc au regard des conditions urbanistiques, il n'y a pas de vis-à-vis direct. Et théoriquement, le bâtiment, enfin c'est pas théoriquement, c'est textuellement, le bâtiment est plus petit que l'ensemble des immobiliers l'entourant. Il n'y a aucun bâtiment qui est plus petit que celui-là aux alentours. Et voilà, je vous remets ceci, mais je vous l'ai déjà dit, le PLU est respecté à la lettre. On a construit le projet intégralement avec la division du 15e de la direction de l'urbanisme. Au niveau de la vie interne, beaucoup s'inquiétaient sur est-ce qu'en été on va ouvrir les portes, est-ce qu'il y aura beaucoup de flux, etc. Non, il y a un système de ventilation interne, il n'y aura pas d'ouverture sur rue, alors de toute manière ils n'ont pas le droit de le faire. Il n'y aura pas de terrasse non plus puisqu'il y a eu la question, ils n'ont pas le droit de le faire et on leur a fortement déconseillé de le faire. Il n'y aura pas de terrasse extérieure non plus. Enfin, pour revenir sur un ensemble de questions qui ont été posées, l'installation c'est une installation responsable. Le porteur de projet l'a conçu pour qu'elle soit aux plus hautes normes de sécurité concernant l'équipement, mais concernant aussi les normes d'accès à l'équipement et l'encadrement. Pour votre information, le projet représente 12 ETP, dont 6 surveillants sur la pratique sportive, ce qui n'est pas des moindres. Beaucoup s'inquiétaient sur l'aspect écologique du lieu. Il faut savoir qu'on a travaillé justement sur de nouveaux modèles de vagues artificielles avec le porteur de projet qui permettent une récupération d'eau et qui donc optimise complètement sa gestion puisque la perte d'eau est d'environ 1% toutes les semaines, en sachant que ça ne consomme pas 500 mètres cubes d'eau par semaine, je vous rassure. La pellicule d'eau par exemple fait 5 cm. Si ça peut vous donner un ordre d'idée. Et enfin, une consommation électrique optimisée. Encore une fois, le porteur de projet a fait le choix d'acquérir un matériel beaucoup plus cher que les standards du marché pour justement avoir un matériel optimal sur le point de vue énergétique. Donc, je vous présente le visuel qui a été présenté aux ABF à l'ADU. Il n'est pas définitif, il n'est pas gravé dans le marbre. Les parois que vous voyez en bleu ne sont pas réfléchissantes, puisqu'on avait bien entendu le problème de la réflexion du soleil. Il n'est pas impossible que la structure murale blanche que vous voyez soit finalement du bois, c'est encore en discussion, les ABF n'ont pas encore tranché complètement sur ce sujet-là. Mais vous avez déjà un aperçu de ce que va être la structure et de comment elle s'insère dans le paysage urbain au niveau de la rue. Vous voyez bien, j'espère ? Non, pas trop. Bon, je vous la remontrerai sur l'ordinateur si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Et je vous ai mis un petit plan de coupe pour vous montrer un peu comment est organisé le bâtiment à l'intérieur, pour que vous compreniez bien aussi les aspects de hauteur. Vous verrez que sur la façade avant, on a réduit la hauteur suite aux inquiétudes des riverains qui avaient un débord par rapport à la rue de ne plus avoir de soleil. Donc on a réduit la hauteur sur la première partie de la façade pour optimiser le passage du soleil. Donc sur la deuxième partie, en fait, c'est ce qui est adossé au mur, donc il n'y a aucune gêne. Et sur la troisième partie, puisqu'il y avait aussi des inquiétudes de l'autre côté TEP, on a aussi fait en sorte de pouvoir réduire la hauteur, ce qui par contre nous a obligé à créer un sous-sol et donc d'installer la vague de manière semi-enterrée. Donc ce qui a quand même amené quelques complications, mais qui n'est pas impossible, et c'est pour l'instant le plan qui est retenu et qui est aussi validé par la DU. Sur l'ensemble des aspects que je viens de citer, bien évidemment, puisqu'ils nous ont fait les mêmes remarques que vous pour le coup. Et la dernière partie, vous parlez un peu du quotidien du centre quand il sera ouvert, puisque beaucoup de questions également nous sont parvenues sur ce sujet-là. Sur la situation administrative du centre, c'est une classification ERP qui répond donc à des normes d'accueil et de sécurité qui sont très réglementées par la loi. Donc pas d'inquiétude sur ça, le porteur de projet sera bien évidemment capable d'accueillir du public et tous les publics.
du plus petit âge au plus grand âge, puisque la question a été posée. Pendant les travaux, une assurance du dommage ouvrage sera prise aux frais du porteur de projet pour éviter tous les problèmes qui pourraient être successifs aux travaux sur vos habitations. S'il y en a, bien évidemment. Également, le porteur de projet va réaliser avec vous un référé préventif avant travaux, qui est une forme d'état des lieux de l'ensemble des propriétés alentours, pour éviter justement des problèmes qui pourraient subvenir durant les travaux. Enfin, de manière plus régulière, des relevés acoustiques réguliers seront relevés, et il est prévu des pénalités pour le porteur de projet si les relevés acoustiques ne correspondent pas à son engagement. Et enfin, l'accès pompier, qui a été une question posée, c'est comment les pompiers allaient accéder au bâtiment adossé à la structure. On a consulté les pompiers, on a présenté le dossier au SDIS pour avoir leur avis technique, et leur avis technique a porté sur en fait un passage par le TEP. De la grande échelle, si un feu se déclarait dans le bâtiment mitoyen et que des personnes étaient coincées au dernier étage, plutôt que de passer sur le côté, ils passeraient tout simplement par le TEP, qui est en fait une solution tout à fait viable pour eux. Voilà. Sur le fonctionnement du centre, puisqu'il y a aussi quelques questions, je vous donne quelques horaires. 10h, 23h en semaine, 9h, 20h le week-end. Sur les types de populations que vous allez rencontrer, ça va être des populations plutôt actives, 30-40 ans, et des familles le week-end. Sur la thématique du surf, il faut savoir que la concentration de licenciés la plus forte de France, elle est sur Paris, sur la région parisienne, ce qui nous a aussi étonné, je vous rassure, quand le porteur de projet est venu nous voir. C'est une des raisons aussi pourquoi le surf, parce qu'il y a une forte demande finalement, et qu'en hiver c'est compliqué de trouver des spots pour s'entraîner. Sur le débit de boisson, une licence 3, donc des alcools légers, donc pas plus que de la bière finalement, ce qui se fait de manière normale. Sur de l'événementiel privé, il pourrait y en avoir, mais c'est pas du tout dans l'optique du porteur de projet. Par contre, il y aura des compétitions sportives, plutôt le week-end. Enfin, il y avait une question sur le type de population, hein, qu'est-ce qui allait être fait pour les enfants. Donc le porteur de projet va proposer une association de monter une école de squash et de surf pour les plus petits, qu'il subventionnera éventuellement, ou il la montera lui-même. Pour les flux, ça a été une question récurrente, c'est 25 personnes maximum, 25 pratiquants maximum en simultané. Donc vous comprendrez que sur une heure, vous ne pouvez pas avoir un échange de flux de plus de 50 personnes, on va dire 60 s'il y a des accompagnants. Donc au maximum, en instantané, sur 5 minutes, vous pourriez avoir 120 personnes. Et c'est un grand maximum. Enfin, un dispositif de sécurité d'ordre sur les événements privés, puisqu'il y avait aussi cette question de la nuisance dans la rue. À chaque fois qu'il y aura un événement privé, il y a un dispositif d'ordre qui sera prévu par le porteur de projet pour éviter justement les attroupements devant la structure. Il y aura aussi un sas d'entrée pour justement éviter le transit on sort de la structure en rigolant, en parlant fort, etc. On fait la nuisance. Il y aura un sas justement entre les deux pour pouvoir sensibiliser les gens à la tranquillité du quartier. Et enfin, une question a été posée sur l'impact local du projet. Il faut savoir que par conventionnement avec la ville, le porteur de projet est tenu de dégager des créneaux scolaires et associatifs que nous définirons quand la structure sera ouverte, qu'il n'est absolument pas fermé à travailler avec les habitants du quartier, les riverains, les associations locales pour proposer des conditions très avantageuses d'accès au centre et permettre la pratique dans son équipement de tous. Je vous remercie. Merci. Alors, une question tout de suite, monsieur. Est-ce qu'on peut faire le point administratif de ce projet et savoir si, au départ, cet espace est constructible? Alors, on va prendre toutes les questions, on va en prendre plusieurs questions, ça vous ennuie pas. Une autre question? Il y a déjà d'autres questions que le point administratif. Bonjour, comme un certain nombre d'entre nous, nous sommes l'immeuble voisin, la copropriété à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure.
Donc, monsieur, d'abord, la première question, j'avais levé le bras tout de suite, parce que vous annoncez une hauteur de 7 mètres. Maximum, ce qui est sans doute pour nous une bonne chose, puisque le projet précédent était à 10,50 mètres, tel que vous nous en avez parlé au mois de mars. On a revu la copie. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vous remercie d'avoir pris en compte... par contre, sur les hauteurs, je vois qu'il y a 3 niveaux de hauteur, dont je pense, c'est une hypothèse que je fais, que la partie centrale est celle qui est sur la profondeur de notre propre immeuble. C'est ça. C'est l'impression que j'ai eue en voyant votre plan. Puisque la partie du fond est un peu plus basse. Vous répondrez en bloc, oui. Allez, continuez, monsieur. Je me dois, par rapport aux questions que nous avions soulevées, de vous remercier pour avoir pris en compte la participation de la copropriété aux réunions de chantier. C'est ce que j'avais demandé. Le référé préventif également, et les relevés acoustiques, tout ceci sont des éléments qui sont rassurants par rapport aux questions que nous avions pu poser. Bon, là, je suis toujours en inquiétude sur la question des parkings, parce que aujourd'hui encore, le petit parking à moto est plus que largement saturé. Les motos débordent sur le trottoir déjà, simplement avec l'utilisation du TEP derrière. Donc nous sommes très inquiets de voir les trottoirs occupés par les motos devant votre nouvelle installation. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions, madame ? Bonsoir, merci de la présentation, parce que je découvre, moi, le projet. Concernant le projet en tant que tel, qu'est-il prévu en toiture ? Tous les équipements de ventilation que vous évoquez, les pompes, etc., où sont-ils prévus ? J'espère dans le sous-sol. Ne peut-il pas baisser davantage, surtout sur la partie arrière ? Et pourquoi est-il si profond ? J'ai d'autres remarques également sur les horaires. Voilà, sur les horaires, 10h, 23h, c'est quand même assez tard. Je trouve, pour ce type de pratique en plus. Si c'est dédié... alors, j'ai pas très bien compris, moi, qui ce seraient les initiés, en fait, plutôt centrés sur le quartier, avec des associations, mais qui restent à monter. Donc, en fait, les quelques personnes qui veulent découvrir le surf, de ce que je comprends, donc pas forcément les habitants directs. Et enfin, j'ai une dernière question. Le permis de construire est-il déposé ? Il y aura bien un permis de construire qui sera déposé ? Il est déposé, d'accord, en cours d'instruction, c'est ça. Et j'ai une dernière question. Vous parliez souvent, en l'absence du porteur de projet, de tous les engagements qu'il prend, mais où sont-ils contractualisés et formalisés pour s'assurer qu'ils seront bien respectés, notamment sur le niveau de performance acoustique du bâtiment ? Merci, madame. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ? Alors, il y a pas des vibrations avec la motorisation. J'ai oublié d'en parler. Bon, les caves sont pas loin. Dans les caves, il y a du vin. Et le vin n'aime pas les vibrations. Pas le remuer de temps en temps. D'accord. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre exposé. J'ai manqué la date de début des travaux et la date de début d'exploitation. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Bouchon. Oui. Oui, je vous remercie de la présentation. Je voudrais quand même avoir des précisions sur la hauteur, parce que vous avez effectivement, dans la coupe longitudinale, vous avez plusieurs hauteurs. Vous avez une hauteur abaissée, une hauteur plus... Et donc, quelle est la hauteur maximale ? Vous avez parlé de 7 mètres, je pense que vous avez plus hauteur maximale. Et au niveau du 16e, de système de ventilation, où est la prise d'air, la prise d'extraction, de savoir quels sont les véhicules. C'est une question qui a été posée, mais vous pouvez donner des compléments. Très bien. On a terminé avec les questions sur ce sujet. Bon. Est-ce que les planches de surf sont louées sur place ou est-ce que bon. Non, tout sera fourni, ça. Oui, quand même. Bon, allez, on répond. Monsieur François, vous répondez en bloc à toutes ces questions, sans en oublier, pour qu'on puisse ensuite... parce qu'on est contraint par le temps, je vois qu'il est déjà
9h moins 20. Je vais répondre de manière synthétique mais complète. Voilà. Sur un point, le point de vue administratif et la constructibilité du terrain, le terrain est constructible effectivement. Sinon, on n'aurait pas proposé ce terrain et on n'aurait pas été au bout du projet pour le coup. Sur la question administrative, et ça va répondre à plusieurs de vos interrogations, un PC, un permis de construire est effectivement en cours d'instruction et il a été préparé alors je ne me souviens plus quand était la dernière réunion de quartier sur le sujet, mais il y a mars. Mars. Oui. Donc, puis on a eu une réunion intermédiaire aussi. Donc celle de mars, je pense. Donc depuis mars, on prépare le PC avec l'ADU, les ABF, les pompiers et la préfecture de police. Donc il y a un gros travail derrière. Donc voilà le point de vue, le point d'étape administratif aujourd'hui. On l'a déposé. Il est déposé. Ah, j'ai pas la date exacte, je suis désolé, je m'en souviens pas. Mais il est déposé, ça doit faire 3 semaines, un mois, quelque chose. Il est arrivé à la mairie du 15e hier ou avant-hier. Ça doit être ça, pour avis, ouais. Vous avez commencé votre exposé en disant si ce projet, s'il se fait. Ah, on n'est jamais à l'abri d'aléas. On n'est jamais à l'abri d'aléas. Quelle serait la faille? Ça nous intéresserait. La faille, ça serait par exemple que la préfecture nous dise non, que le projet n'est pas aux normes, etc. Ce qui est quand même peu probable puisqu'on l'a construit avec eux. Ça serait que les ABF nous disent non parce que ça rentre pas dans nos conditions, mais on l'a construit avec eux. Ce serait que les pompiers nous disent non, mais on l'a construit avec eux. Donc il y a toujours un risque. Donc moi, je préfère être prudent quand j'annonce des choses, tout simplement. Sur vos inquiétudes sur la hauteur, 7 mètres c'est bien le maximum. Je vous remonte le plan de coupe. 7 mètres c'est par rapport au sol. J'entends, pas par rapport au sous-sol. Par rapport au sol, il y aura 7 mètres maximum et c'est bel et bien la hauteur du milieu, la coupe du milieu. J'ai pas exactement les cotes sur la première et la deuxième coupe, je suis désolé, je pensais pas que cette question allait être posée pour le coup. Mais je me renseignerai et on essaiera de vous apporter ces éléments-là, si ça vous va. Il y avait une question sur la profondeur de l'immeuble, monsieur, c'est ça? Qu'est-ce qu'on appelle la profondeur? C'est-à-dire depuis la rue vers le TEP? Alors tout simplement, c'est une disposition réglementaire sécuritaire par rapport à la vague. La vague est large mais longue aussi. Sauf que quand vous installez ce genre d'équipement en indoor, il vous faut un recul nécessaire pour pouvoir exploiter la vague correctement et être dans les mesures de sécurité qui sont obligatoires. Et vous avez un deuxième élément, c'est que le porteur, dans ce cadre-là, ne pouvait pas mettre que la vague, puisqu'il faut aussi des vestiaires, il faut un accueil, et donc forcément, le projet s'est mis dans la longueur. C'était la taille de la parcelle proposée, en tout cas. Il y avait une question sur les parkings, une inquiétude sur le fait que les parkings moto-vélo étaient déjà saturés. Alors, il y a une vraie pensée idéologique chez le porteur de projet qui est de dire que s'il crée un parking, il va inciter les gens à utiliser des véhicules à essence notamment, et ça ne va pas dans les grandes lignes politiques de la ville de Paris. Donc il préfère éviter. Pour ce qui est de la question des motos et des vélos, on l'avait déjà entendu la dernière fois, donc il faut savoir, je vous révèle quelque chose qui est encore très succinct, mais on travaille sur des partenariats potentiels pour proposer des transports en commun moins chers pour se rendre au centre. Quand on a acheté un billet, on a le retour à moindre prix, etc. C'est encore très, très poussif, mais c'est quelque chose qu'on essaye de réfléchir pour limiter au maximum l'impact de ces motos et de ces scooters. Voilà. Sur la toiture, pour ce qui est de la toiture, j'ai pas le visuel sur cet ordi-là, je l'ai sur mon ordi là devant moi. Donc, si vous voulez voir la toiture, je peux vous la montrer. C'est une toiture en partie végétalisée, ça va être à la demande de l'ADU et des ABF d'ailleurs. Je le montrerai peut-être à la fin, à la limite. Mais voilà, c'est une toiture en partie végétalisée. Et pour ce qui est prévu pour le moment, ça serait les ABF nous ont demandé en fait de réaliser des toitures semblables à l'ensemble des habitations tout autour. Donc des toitures parisiennes, enfin ce qu'ils appellent des toitures parisiennes. Je pourrais pas vous dire exactement à quoi ça ressemble. Je suis pas architecte pour le coup. Mais normalement, ça devrait être les mêmes toitures qu'autour.
des bâtiments pour s'insérer au mieux. Je pense que c'est de la tôle noire ou du zinc. Voilà. Alors, en tout cas, les ABF nous ont clairement demandé sur le toit d'être uniformes par rapport au quartier. Bah, on a au moins une garantie, c'est couvert et puis c'est validé par les ABF. Donc, a priori, alors même si parfois les ABF font un peu n'importe quoi, mais là, on est vigilant. Les dates. Voilà, vous avez les dates. Oui. Alors, le début des travaux, il est prévu pour le dernier trimestre 2018, sans pouvoir vous dire exactement le mois, puisque toujours la procédure administrative, on ne sait pas quand est-ce que ça va se décanter. Et l'ouverture, la mise en exploitation, elle est prévue pour le tout début de l'été prochain. 2019. Au mieux. Attends, c'est... Très bien. Au mieux. J'entends au mieux. Et hors tout... Non, tu prends le micro, Raphaël, parce qu'on n'entend pas. Juste une dernière question à propos du projet. Hors tout, combien de hauteur à partir du sous-sol? Je vous répondrai, je ne l'ai pas. Je suis désolé, j'ai pas cette cote-là. Je ne pensais pas que ça allait sortir. Mais je prends note et on essaiera de vous apporter des éléments de réponse. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on passe au dernier sujet? Sur la vibration? Alors moi personnellement, non. Oui, on a fait toute l'étude de sol. Je pense que les architectes ont travaillé pour éviter de tomber dans la nappe phréatique. J'espère. Mais je ne sais pas combien ça représente, je suis désolé. Mais je vous trouverai la réponse et je vous l'enverrai. Il n'y a aucun problème. Et sur les vibrations, en fait, le même bureau de contrôle pour l'acoustique, ce sont des bureaux qui sont assez génériques, vont aussi permettre d'isoler de manière phonique, mais aussi de manière vibratoire l'ensemble de la vague. Donc la vague qui est la seule chose qui peut causer de la vibration réelle. Donc la vague va être complètement isolée et c'est pareil, l'engagement du porteur de projet, c'est une vibration zéro, ou en tout cas pas plus forte qu'un passage de voiture dans la rue. Alors, y a-t-il d'autres questions avant qu'on passe au sujet, dernier sujet? Attendez, avec le micro. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Non, ça marche. Oui. Vous venez de dire quelque chose de grave. Parce que vous nous dites que la vague ne fera pas plus de bruit qu'une voiture qui passe. Ah, de vibration. De vibration qu'une voiture qui passe. Les voitures passent et filent. La vibration, elle est continue, monsieur. Et donc, si en continu, nous avons le bruit d'une voiture, c'est pas négligeable. Alors, donc je reprécise, c'est bien. C'est ce que vous avez dit, hein. Bien sûr, et vous avez complètement raison de me reprendre. C'était peut-être maladroit. Pour le coup, on parle bien de vibration. C'est effectivement une vibration continue. Elle va être complètement isolée. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, la vibration normale de la vague, c'est celle d'une voiture sur une route. Quand vous avez une voiture qui passe à côté de vous, vous le sentez parfois dans vos pieds, c'est la vibration maximale de cette vague, parce que les moteurs sont fixés. C'est pas quelque chose qui bouge en fait, donc vous avez des moteurs fixés qui permettent une vibration minimale. Encore une fois, le choix de l'équipement de la vague, qui est le poste de dépense le plus important du porteur de projet, a été réévalué suite à toutes les inquiétudes qu'on avait perçues en conseil de quartier. On a réévalué nos options et on a pris une vague à la technologie plus fine, plus développée, plus neuve, et qui permet justement cette optimisation énergétique dont fait partie les vibrations. Merci. Alors, je ne pense pas. D'autres allez, encore une ou deux questions. Ouais, bonsoir. En ce qui concerne... Tu peux parler bien dans le... Voilà, on va te présenter le micro. Il n'est pas allumé? Parlez dedans. Je suis entre deux questions, donc je l'allume, mettez-le devant la bouche et parlez. Attends, là c'est bon? Ouais. Ok, d'accord. Merci. Merci. En ce qui concerne l'accueil des personnes handicapées, est-ce que vous avez prévu quelque chose en fait? Ouais. Et pour les habitants du 15e, y a-t-il un tarif réduit? Alors, pour les habitants parisiens au global, effectivement, oui, il y aura des tarifs adaptés, seniors, handicapés, catégories socio-professionnelles, enfin, catégories sociales, quartier populaire, etc. Tout est encore à définir avec le porteur de projet et je pense qu'il sera très à l'écoute justement de vos revendications
sur le sujet. Il n'aura aucun problème à adapter sa gamme tarifaire aux habitants du quartier. Et pour ce qui est de l'accueil des handicapés, c'est effectivement un sujet qu'on a évoqué avec lui. Il y a un gros travail qui va être entamé avec la circonscription sport du 15e pour justement développer des programmes sur le squash notamment et le surf, trouver de nouvelles solutions pour permettre l'accès à cette pratique aux handicapés. Tout ça aussi qui concourt au plan Paris 2024. Allez, y a-t-il une dernière question? J'arrive. réponse à 2 questions que je posais sur les horaires qui me semblaient trop larges, jusqu'à 23h, et sur ce qui nous garantit que les engagements dont vous parlez du porteur de projet seront bien respectés et on pourra vérifier. Alors, sur les horaires élargis, tout simplement, le porteur de projet s'est aligné. Il prévoyait d'ouvrir encore plus tard, pour être honnête, surtout, notamment le week-end. Et en fait, il s'est aligné sur ce que font les restaurateurs. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Après, pour moi, j'ai le retour du porteur de projet. Pour le coup, il s'est aligné sur ce que font les restaurateurs. Et le week-end, il ferme même plus tôt que les restaurateurs. Oui, la TVA, c'est pas mon domaine de spécialité. Et vous m'avez demandé sur la contractualisation, c'est ça? Alors, il faut savoir que le porteur de projet est détenteur d'une CODP, d'une convention d'occupation du domaine public, dans laquelle sont référencés un certain nombre d'obligations et de devoirs de la ville et du porteur de projet. Elles ne sont pas écrites noir sur blanc, mais les engagements qui sont pris sont évoqués dans la convention. Ce qui va contractualiser ces relations avec le porteur de projet, c'est un avenant à la convention qu'on passera à l'ouverture de la structure, qui va justement permettre de mettre noir sur blanc l'engagement associatif, les créneaux, et également la gestion de la structure. Est-ce qu'on a épuisé le sujet de la vague? Jamais un sujet, mais je crois que... Est-ce qu'on l'a épuisé pour ce soir au moins? Donc il faut savoir que le maire du 15e a reçu une demande d'avis du permis de construire et il le rendra dans les délais et dans les jours qui viennent. Dernier sujet. Donc, parce que je sais qu'il y a quelques personnes attentives sur ce... Vous savez que on va juste faire un petit point. Est-ce que... oui, ça vous ennuie juste qu'on prenne ce support? Merci. Donc là, on va juste faire un petit point sur la végétalisation des trottoirs donc, de la rue Gerbert. Vous voyez tous où se trouve la rue Gerbert. On va dérouler le document. On va aller assez vite pour vous permettre de répondre à une ou deux questions. Ce projet a été inscrit dans le budget participatif. Vous avez voté ou pas? Mais bon, en tous les cas, il faut savoir qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont voté, qui ont retenu ce projet. Voilà, on va voir le document suivant avec des photos. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu ça. Voilà, alors maintenant, bon, ça c'est très technique, donc je pense qu'on peut passer. Voilà, l'idée c'est de végétaliser cet espace qui aujourd'hui est quand même extrêmement moche et de le végétaliser à la fois par des plantes basses, mais aussi on verra sur les photos suivantes des espaces, vous voyez. Là, vous avez une idée de ce que ça va, de ce qui va être fait, c'est-à-dire des... Alors, revenez, je crois qu'il faudrait que vous reveniez sur la page numéro 4, je sais pas, voilà. Voilà. Là, vous voyez de chaque côté. Alors, d'un côté, on met 2 bandes et de l'autre côté, on met qu'une bande parce qu'il n'y a pas la même... Vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est bon? C'est un plan très technique, mais au moins on nous cache rien. C'est sous les arbres, en fait. C'est un aménagement sous les arbres. Oui. Bah, sous les arbres et entre les arbres. Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu ce que ça va donner?
Donc ça va quand même être, par rapport à ce qu'on a connu... Ça va être superbe. Ça... La partie de la façade église. Oui. La partie église rue de Vaugirard. Non. Non, parce que à la fois dans le cadre du dépôt du budget participatif, ça avait pas le devant n'avait pas été proposé. Il n'y avait que les côtés qui avaient été proposés. Mais rien n'empêche que dans un prochain budget participatif, on dépose un projet pour la partie avant et la partie arrière. Mais par rapport aux habitations, parce que là, c'est vraiment pas net. Il n'y a pas plus technique comme. C'est pour ça que c'est pas net, hein, en fait. C'est la première bande de ça qui est concernée, mais il y aura toujours le trottoir entre les habitations et cette bande verte. Oui. Oui. Il y a toujours la voie d'accès pompier. Oui. Oui. Et après, En fait. pourquoi on a fait la bande verte le plus près possible des habitations et pas le plus près possible de. Ça, c'est côté école. Là, c'est côté école. C'est côté école. Là, vous avez. Là, c'est côté école, hein, c'est ça. Donc, vous avez deux bandes. Oui, sous les arbres. Sous les arbres. Et là, vous n'avez qu'une bande parce qu'il n'y a pas la même. On n'a pas la même possibilité de. On ne peut pas faire un parallèle. Donc. Il y a deux rangées du côté des habitations. Il y a deux rangées d'arbres avec la contrat des pompiers et déménagement entre les deux. Non, non. Non. Vous parlez de cette partie-là, là, L'habitation, c'est une seule en haut, vous avez deux rangées d'arbres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On n'entend pas, on n'entend pas. S'il vous plaît. Par rapport à ces rangées d'arbres, On n'entend plus rien. Si c'est la première rangée d'arbres le plus proche des habitations, ou si c'est la rangée d'arbres qui est là où justement les gens déposent les encombrants. Parce que ce que je vois du plan, j'ai l'impression que c'est pas là où les gens déposent les encombrants, donc c'est un peu dommage. Parlez de là-haut, de cette partie là-haut. Oui. Il y a deux rangées d'arbres là-haut. Il y en a une. Vous voyez, il y a cette rangée d'arbres qui est là, et cette rangée d'arbres qui est là. Oui. Bon, donc là, et je ne comprends pas pourquoi on fait ça le plus proche possible des habitations, alors que si c'est pour... Il n'y a pas de place. Bah si, il y a la place. Il n'y a pas assez de place. Mais si, il y a la place, c'est pour ça que je ne comprends pas du tout, là. Bon, j'ai pas la réponse, je suis désolé, j'ai pas la réponse technique, je suis pas ingénieur de la ville. Pardon ? Le stationnement actuel, il y a une station Autolib et puis... Alors, la station Autolib, elle est conservée. Bah oui. Le long de l'église. Et sur l'espace stationnement, je crois qu'il est supprimé. Mathieu, tu as le... Il n'y a pas de suppression de stationnement, donc... Non, on n'a pas supprimé les espaces de stationnement parce que voilà, tout le monde se plaint qu'il n'y en a pas assez, donc on va pas en supprimer un peu plus. La station Autolib, elle fonctionne, donc... Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Cet été à la fin de l'automne. Voilà. Bon, ça c'est le planning des travaux. Il y a aussi une question sur les grillettes. Finalement, il n'y aura pas de grillettes parce que voilà, les petites grillettes de pourtour de. Au pourtour des arbres, vous savez, ce qu'on met au pourtour des arbres, c'est les grillettes. Voilà, ça s'appelle les grillettes. J'imagine que vous n'ignorez pas que c'est la grande promenade de l'échelle du quartier. Oui. Donc, parce que quand même, nous avons cette joie de les voir passer tous les jours, hein, et à plusieurs fois par jour. Donc c'est vrai que cette herbe va être très très tentante. Hein, pour ça me donnera l'occasion d'envoyer la brigade anti-incivilité en permanence. Moi, je vais pas me gêner. En plus, ils vont faire recette. Non, mais ce que je veux dire, c'est typiquement si ça se passe mal, c'est typiquement ce qu'il va falloir me dire, et on enverra la brigade anti-incivilité et on verbalisera les propriétaires de chiens. C'est quand même pas difficile de ramasser les crottes de son chien. Quel sera le budget alloué à ces travaux ? À ces travaux je sais plus. Ça a été voté dans le cadre du budget participatif. Je sais pas, je pourrais... Non, je l'ai pas. Bon, ça a été voté dans le cadre du budget participatif. Peut-être que Mathieu va nous donner l'information.
Ça a été voté dans le cadre d'un projet global qui comprenait plusieurs opérations, dont celle-là est à peu près aux alentours de 180 000 €. Voilà, qui avait réuni les voix. Voilà, mais encore une fois, c'est le budget participatif. Voilà, donc c'est le choix des habitants qui s'est porté sur cette opération. Quand vous voyez que la rue Léon Séché a coûté plus de 300 000 €, voilà, il faut savoir que dès qu'on touche la voirie à Paris, ça coûte très très cher. Peut-être d'ailleurs pour ça que la voirie à Paris est aussi détériorée, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà un peu... Quand il y aura des déménagements, ça va passer au-dessus. Oui, ça va passer au-dessus, oui. Puis les arbres sont taillés quand même régulièrement. C'est pour qu'un... Ils sont plus élagués. Là, ils vont peut-être être... Non, mais je pense qu'ils seront taillés. Là, ils vont être élagués à l'automne, au moment où les travaux seront... D'accord. Voilà. Ok, parce qu'ils sont plus élagués depuis 2 ou 3 années. Avant, ils étaient élagués régulièrement. Alors, et là, maintenant, ils sont plus élagués. Qu'est-ce que c'est comme arbre, déjà? C'est des marronniers. D'accord. Bon. Et ils sont très beaux, hein. Ils sont très hauts, ils sont magnifiques. Hein. Alors le problème de l'élagage, c'est que à la fois c'est obligatoire quand ça dérange, par exemple un commerce qui a une comment ça s'appelle, une terrasse, etc. Donc on le fait faire. Donc si vous sentez, parce que j'ai cru comprendre que vous devez habiter vous habitez là? Ah, moi j'habite là, oui. Bon, bah, ils sont magnifiques ces arbres. Si vous voyez qu'il est nécessaire de faire ça me gêne pas de ma forêt. Hein. Ah bah vous êtes très bien dans votre forêt, donc bah tant mieux. Alors c'est parfait. C'est parfait, on va vous laisser dans votre forêt alors. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Ouais, moi je trouve que ce coin-là était déjà très végétalisé. Je ne comprends pas pourquoi on ne végétalise pas davantage la rue Gerbert. On avait demandé la rue de Vaugirard, le début de la rue Gerbert, où il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, il n'y a pas de bac. Je comprends pas. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de déposer un dossier dans le cadre du budget participatif. On l'a fait, on l'a demandé, la rue de Vaugirard. Oui, mais le problème, c'est que vous savez comment ça marche, ce budget participatif. Il faut que les gens votent. Et plus il y a de votants sur un projet, plus il a la chance d'être retenu. Donc probablement que celui que vous avez déposé sur la rue de Vaugirard n'a pas suffisamment recueilli de voix. Ah bah, c'est dommage. Moi je ne crois pas parce que j'avais vu pas mal de gens. Mais pourquoi pas le déposer à nouveau? Je dirais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrainte. Hein. On peut le redéposer l'année prochaine si vous le souhaitez. Et on peut le redéposer au nom du conseil de quartier si vous le voulez aussi. Mais ça, faites-nous... venez nous voir et dites-nous ce que vous avez envie. On le fera. Et qu'est-ce qu'ils vont planter? Non, les marronniers sont déjà plantés. Non, les espaces verts... Non, mais vous avez des fleurs basses là, vous avez des fleurs rampantes et l'avantage de ces fleurs rampantes, c'est qu'elles sont très basses, elles sont très fleurissantes et très denses. Donc, oui. Alors vous allez me dire, ça va servir de cache pour de cachette pour les trafiquants de drogue. C'est sans fin. Hein. De toute façon, vous mettez rien, les gens sont pas contents. Vous mettez des fleurs basses, les gens sont pas. Bon, donc ça sera un tapis. Un tapis de petites fleurs. Ça vous ennuie de remettre la diapo sur le tapis de fleurs là? On va vous montrer le tapis de fleurs. Y a-t-il d'autres questions? Oui, parce que je voulais connaître la destination de cette végétalisation, si c'était des pelouses justement et à quel s'il y avait des. C'est ça les petites fleurs, madame. D'accord, donc ce seront des fleurs. Voilà, c'est des petites fleurs comme ça. Et je suis pas un spécialiste, mais ce sont des fleurs persistantes qui durent, voilà, des pervenches, merci. Et ce sont des fleurs qui durent plusieurs mois. Oui. Donc, sont surtout peuvent pousser à l'ombre, hein, voilà. Parce que ça va être très à l'ombre. Puisqu'il y a des marronniers très hauts, ça pousse à l'ombre, voilà. Et ça sent très bon. Et donc ça sent très bon, merci Raphaël. Donc on aura à la fois l'odeur et l'esthétisme. Sentez-vous qu'on doit terminer maintenant? Y a-t-il, je veux bien prendre une dernière question si vous voulez. Et donc. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et un bon été. Vous n'êtes pas allé au bout des images? Ah bon? Il y avait encore des images? Bon, allez-y. Il y en a qui veulent des images. Voilà ce que ça va donner.